Quelle est l'erreur que 99% de personnes font lorsqu'ils essayent de convaincre ? Chaque fois que vous êtes face à quelqu'un qui va vous faire une demande, faites 3 hypothèses d'intérêt. Et si vous n'en avez pas 3, vous avez un risque d'être dans un biais perceptif ou une interprétation. Sur la prise d'otage de Fresnes, avec le négociateur avec qui je négociais, on a joué le bon et le méchant. Qui était le bon, qui était le méchant ? Moi, j'étais le méchant. Est-ce qu'il y a des mots qu'il ne faut jamais utiliser ? Si je parle à un forcené derrière sa porte et que je lui parle... Vous pouvez oublier tout ce que vous avez dit avant ou après, c'est ce mot-là qui va rester. Un des principes en négociation, c'est que celui qui décide ne négocie pas. C'est essentiel d'identifier qui est le leader. Ouais. Comment vous faites pour l'identifier ? Imaginez votre gros orteil droit. Imaginez que vous prenez un scalpel bien aiguisé et vous enfoncez le scalpel entre la peau et l'ongle, bien profond. Vous voyez la réaction que vous venez d'avoir ? Vous allez créer cette baseline de stress qui sera la même que quand vous allez mentir. Est-ce qu'on négocie de la même façon avec un homme et avec une femme ? Ce que vous dites, c'est pas logique. Ce que vous dites, c'est pas bien. Là, vous êtes en train de me mentir. Montrez vos émotions. Poker face, ça ne marche pas, c'est de l'apathie. Apathos, pas d'émotion, pas d'émotion, pas de connexion, pas de négociation. Comment on peut utiliser justement les techniques du RAID pour négocier son salaire ? Donc on a 5 moments importants dans une négociation. Le premier, c'est... Alors ça, je crois que c'est le meilleur conseil qu'on peut avoir. Quelle est la négociation la plus difficile de votre vie ? J'ai divorcé 2 fois. Toutes les négociations où on est impliqué émotionnellement, c'est difficile. On négocie avec l'autre, pas contre l'autre. Le conflit peut être positif. Donc si vous êtes face à des gens qui sont en désaccord avec vous, c'est top, c'est génial. Amenez-les à rentrer en discussion pour justement inventer quelque chose avec eux. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'intervention la plus risquée de votre carrière ? Il y a des négociations impossibles. J'ai constaté une petite chose. Plus de 60% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. 60%, ça fait beaucoup quand même. Donc j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous aimez notre travail et que vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous maintenant et moi, en retour, je m'engage à écouter vos feedbacks, inviter les meilleurs experts au monde et continuer à réaliser un show de qualité. Je compte sur vous. Merci beaucoup. On négocie tous les jours, souvent sans même s'en rendre compte. Obtenir une augmentation, convaincre un client, gérer un conflit de couple, la négociation est présente partout et tout le temps. Mais que se passe-t-il lorsque chaque mot que vous employez peut faire basculer une situation dans le drame ? Mon invité d'aujourd'hui connaît très bien ce terrain. Ancien négociateur du RAID, il est passé par la FBI National Academy, il a désamorcé des prises d'otages, évité des suicides, géré des crises politiques, commerciales et humaines. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs négociateurs au monde. Fondateur de The Trust Agency, auteur de plus de 30 ouvrages, dont plusieurs best-sellers, son expertise est sollicitée auprès de grandes institutions comme l'OTAN et l'OMS, de grandes entreprises et de prestigieuses écoles comme HEC et Sciences Po. Dans cet épisode, on va parler de ce que personne ne vous apprend sur la négociation. Pas les techniques de surface, pas les petites astuces, mais des méthodes solides et concrètes pour maîtriser les rapports de force. Et surtout, ce qu'il a appris sur l'humain en négociant avec ceux qui n'avaient plus rien à perdre. Laurent Combalbert, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans le Manal Show. Merci. Pour commencer, Laurent, j'aimerais que vous me disiez, à travers cette conversation, comment cet entretien, justement, pourrait rendre ma vie meilleure. Je pense que la négociation est une activité qu'on pratique tous les jours, mais sans vraiment le savoir. C'est-à-dire qu'on est face à des situations de désaccord ou de conflit, un désaccord qui s'exprime de manière forte, et on n'a pas toujours les ressources pour gérer ces situations de manière efficace. Donc c'est vrai que la négociation, je pense que c'est une activité qui est pratiquée absolument par tout le monde, à tous âges, sans forcément savoir que c'est de la négociation, et bien sûr sans le faire avec des ressources techniques telles qu'on peut les connaître, nous, les négociateurs professionnels. Donc en d'autres termes, ça peut changer ma vie dans tous les aspects, en réalité, professionnels et personnels. Ouais, je pense que la négociation, c'est même plus que ça, c'est un outil de justice sociale. Ah, je rencontre plein de gens qui me disent « j'ai pas osé demander ». Ou je me suis retrouvé confronté à une situation où finalement je me suis fait avoir. Ah, j'aurais peut-être pu avoir plus. Donc c'est vrai que cette hésitation qu'on peut rencontrer par manque de compétences ou par l'idée qu'on se fait du manque de compétences, c'est quelque chose qui pourrait changer la vie de pas mal de gens. Avoir davantage confiance en soi. La confiance en soi est un des éléments de la négociation. Pour oser demander, pour oser dire non, il faut être sûr de soi. Et c'est tout le paradoxe de la confiance en soi. Il faut en avoir suffisamment pour s'affirmer. Si on en a trop, ça va se voir. On va devenir arrogant ou être perçu comme tel. Et si on n'en a pas assez, on peut être dans le doute tellement important qu'on ne va pas oser prendre l'initiative et aller au contact. C'est vrai. Et selon vous, Laurent, pourquoi la négociation fascine de plus en plus de monde ?
Alors c'est vrai que la négociation, moi la première fois que j'ai découvert ce terme, c'était plutôt avec une vision de commerciaux qui pratiquaient la négociation ou d'agents immobiliers qui négociaient le prix des appartements. Et puis petit à petit, d'abord par mon métier de négociateur de crise, je me suis aperçu que le cinéma commençait à prendre en compte cette notion de négociation en situation extrême. Il y a des films, Le Négociateur, qui est sorti en 1999 avec Samuel Jackson qui joue le rôle d'un négociateur qui devient lui-même preneur d'otages. Donc on a commencé à populariser cette notion de négociation de crise, mais on l'a décorrélé un petit peu du quotidien. Or, c'est vrai que dans une négociation de crise, les enjeux sont vitaux, donc on ne peut pas se rater, il faut être efficace. Pourtant, les ressorts, les techniques, les questions qu'on se pose quand on prépare une négociation de crise sont les mêmes que celles qu'on se pose quand on négocie au quotidien. C'est juste que l'intensité est différente et les enjeux sont différents. S'il y avait une idée reçue à démolir sur la négociation, ça serait quoi ? La négociation, c'est de la manipulation. Ça, je l'entends souvent. On me pose d'ailleurs souvent la question, quelle différence sait-on entre la manipulation et la négociation ? La négociation est une approche pour gérer un conflit. La manipulation est une famille de techniques qu'on peut utiliser en négociation. D'accord. Donc ça ne reste qu'un outil qu'on peut mettre en œuvre. Pour moi, la négociation, ça ne devrait pas être de la manipulation. Ça devrait être éthique. Parce que si on veut vraiment négocier avec l'autre, il faut qu'il y trouve son intérêt. Il faut qu'à la fin, on obtienne un accord que tout le monde va considérer comme juste, à la hauteur de ses attentes et de ses besoins. Donc la manipulation est une technique de manipulation, une famille de techniques. On a dedans le mensonge, on a dedans le top to top, on a dedans l'effet tournesol. Il y a plein d'éléments qu'on peut utiliser, de techniques qu'on peut utiliser, qui ont pour objectif de truquer la perception de la réalité de la personne avec qui on négocie. Mais est-ce qu'on ne fait pas appel au même biais cognitif quand on manipule et quand on négocie ? Alors, on est tous victimes de biais cognitifs, systématiquement. De la généralisation, de la scotomisation, le biais de confirmation, l'effet de la chose saillante, target fascination. Tous ces biais sont des biais qu'on rencontre en négociation. Donc c'est vrai qu'un des premiers enjeux qu'on doit affronter quand on est face à une négociation complexe et dans laquelle en plus on est impliqué personnellement, c'est de rester lucide. On ne va pas éviter les biais perceptifs. Moi, je sais que j'ai des biais perceptifs qui sont assez récurrents, notamment le biais de confirmation. Donc je m'en méfie, mais je sais qu'ils sont toujours là. Comment j'évite de tomber dedans ? J'ai une équipe. Je négocie en binôme. On est toujours 2 négociateurs au contact, justement pour pouvoir se prémunir chacun de nos biais perceptifs. Donc, toujours 2 négociateurs. On essaye d'être 2. Pour nous, l'unité de base de la négociation, c'est le binôme. Quand on forme des DRH ou des dirigeants ou des commerciaux, on essaie de les faire travailler en binôme. Pour quelle raison ? Parce qu'en binôme, on est déjà le protecteur de l'autre. On est bienveilleur, on veille bien sur l'autre, on s'assure qu'il est objectif, lucide et qu'il n'est pas tombé dans ses biais perceptifs habituels. Ensuite, on additionne les charges cognitives. Ouais. On a une capacité cognitive, quand c'est organisé à 2, qui est démultipliée. Et puis en plus, il y a plein de techniques qu'on peut faire à 2. Des techniques simples, le bon et le méchant. C'est une technique vieille comme le monde et qui marche dans beaucoup de situations. Je l'ai utilisée des dizaines de fois dans les négociations de crise quand j'étais au RAID. Ça marche très bien. On crée le bon et le méchant, ça fonctionne vraiment. Bien sûr. Sur la prise d'otage de Fresnes, tentative d'évasion en 2001 de la prison de Fresnes, avec le négociateur avec qui je négociais, Christophe, on a joué le bon et le méchant. Qui était le bon, qui était le méchant ? Moi, j'étais le méchant. Pour une raison simple, je connaissais peu les criminels. Or, lui, Christophe, venait de la police judiciaire, il connaissait bien les criminels. Et on avait face à nous des criminels. Donc, j'ai joué celui qui ne rentrait pas dans la relation. J'ai dit non assez régulièrement. Le but du jeu étant de créer un effet de contraste avec l'autre négociateur pour que, justement, la relation s'accroche avec lui et que, par contraste avec celui qui joue le méchant, le gentil puisse créer le lien rapidement. Donc, il va plus se dévoiler au gentil ? Donc, il va créer le lien plus vite. Si vous êtes dans le refus de la relation, si vous ne reformulez pas ce qu'il vous dit, si vous êtes dans ce qu'on appelle les attitudes de Porter. Elias Porter est un disciple de Carl Rogers, qui est celui qui a structuré, Carl Rogers, l'écoute active. Et dans les attitudes de Porter, il y a l'investigation, il y a le jugement. Vous ne devriez pas faire ça, il ne faut pas agir comme vous le faites. Voilà, tout ça sont des freins à la relation. Donc si vous jouez de ces freins à la relation face à quelqu'un qui est dans une situation de blocage, sur une prise d'otage par exemple, eh bien dès qu'un négociateur va lui jouer la reformulation, la paraphrase, va pratiquer l'écoute active de manière efficace, le lien va se faire avec lui. Donc on crée le côté négatif, le blocage avec un des 2 négociateurs pour créer le côté positif avec l'autre. Et à l'inverse, quand on a le rôle du gentil, comment ça se passe ? Le rôle du gentil, c'est le plus sympa à gérer. Pourquoi ? Parce qu'on pratique la reformulation, on paraphrase, on engage l'autre sur la verbalisation de ses émotions. On est là pour lui montrer qu'il est très important et qu'on va trouver un moyen de régler la situation. Et on peut même s'appuyer sur le mauvais négociateur ou celui qui joue le méchant en disant vous voyez, là il vous a dit non, mais moi je vais essayer de trouver une solution. Donc on va jouer de cet effet de contraste
justement pour que la relation se passe efficacement. Et à quel moment vous décidez que vous allez justement utiliser cette stratégie de bon et méchant? J'imagine que c'est pas quelque chose que vous pouvez faire avec tout le monde. Alors, on le fait pas avec tout le monde. Il se trouve que sur cette prise d'otage à Fresnes, il y avait 2 preneurs d'otages, on était 2 négociateurs. Donc on a commencé à jouer la relation, un négociateur avec un preneur d'otage, et quand il changeait, nous on changeait également. Et on s'est aperçu en fait qu'un des deux était vraiment le leader par rapport aux autres et qu'il fallait jouer à 2 négociateurs face à lui. Et donc on a décidé que comme j'avais commencé à mener le contact avec ce preneur d'otage, je pouvais jouer le rôle du méchant justement pour créer cet effet de contraste avec la première relation qu'on a vue et mettre en scène, préparer l'arrivée du second négociateur. Préserver sa clarté d'esprit, c'est essentiel pour réfléchir avec discernement, communiquer de manière efficace et surtout négocier avec justesse. Notre équilibre mental façonne notre façon de décider et d'entretenir nos relations. Pourtant, cet aspect reste bien trop souvent négligé. C'est pour ça que c'est essentiel de pouvoir parler à des personnes compétentes, formées pour nous aider à avancer mentalement et à se sentir vraiment mieux. Et c'est pour ça que je voulais vous parler du sponsor de cette vidéo, BetterHelp. C'est une plateforme de thérapie 100% en ligne qui permet de consulter un thérapeute certifié directement de chez vous. Et on le sait, quand on traverse une période de stress émotionnel, avoir un espace pour en discuter, ça peut vraiment tout changer. Mais trouver un bon thérapeute, c'est parfois très compliqué, surtout si vous vivez dans une région où les professionnels sont rares. Avec BetterHelp, c'est simple. Vous remplissez un court questionnaire pour expliquer ce que vous traversez, pour partager vos besoins, vos préférences et vos attentes. Et la plateforme vous met directement en relation avec un thérapeute français, certifié, inscrit à l'agence régionale de santé, qui sera adapté à votre profil. Vous pouvez ensuite réserver votre première séance et vous avez le choix entre faire vos sessions en vidéo, par téléphone ou par messagerie. Vous avez aussi la possibilité de contrôler votre suivi et de le mettre en pause si besoin. Et si jamais vous sentez que le feeling ne passe pas avec la personne attribuée, ce qui peut totalement arriver, eh bien vous pouvez changer de thérapeute sans frais supplémentaires. La plateforme est très accessible et intuitive. Il y a vraiment une dimension humaine. Et ce qui est très important, c'est que la thérapie en ligne respecte les mêmes règles de déontologie qu'en cabinet. Ça fait longtemps que j'ai compris à quel point c'est précieux d'être accompagné par des personnes vraiment compétentes. Et si vous ressentez ce besoin ou que vous avez tout simplement envie de tenter l'expérience, je vous ai mis un lien en description qui vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur votre premier mois chez BetterHelp. Le lien, c'est betterhelp.com/le Manal Show. Et un grand merci à BetterHelp de nous accompagner sur cette vidéo. Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Dans le cas de preneur d'otages, c'est essentiel d'identifier qui est le leader. Ouais. Comment vous faites pour l'identifier ? Alors, soit on a du renseignement en amont, on sait que sur les deux, il y en a un des deux qui est leader, mais c'est la même chose que vous faites quand vous faites une négociation commerciale. Vous allez négocier avec un partenaire commercial. Ouais. Est-ce que la personne avec qui vous discutez, elle a un pouvoir de décision ? Si oui, jusqu'où elle peut décider ? Et si elle n'a pas le pouvoir de décision, qui décide ? Et comment on fait pour savoir si elle a le pouvoir de décision ? Le renseignement, c'est déjà une première chose. On peut savoir quel est le sociogramme. Alors, en source ouverte, on a accès à beaucoup d'informations. Et les gens mettent beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, parlent beaucoup d'eux. Le problème, c'est qu'ils ont tendance à se magnifier un petit peu, à se montrer plus beaux ou plus puissants que ce qu'ils ne sont. C'est ça le problème. Donc en négociation, on peut avoir des gens qui nous disent qu'ils ont le pouvoir de décision alors qu'ils ne l'ont pas. Après, on arrive à détecter des signaux d'incongruence, des signaux de nervosité, par exemple, quand on aborde ces sujets-là, qui nous montrent que la personne n'est peut-être pas tout à fait au clair avec ce qu'elle est en train de nous dire. Si je pose la question frontalement, avez-vous le pouvoir de décision ? Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Alors, c'est une bonne idée. Si la personne vous dit oui, elle va devoir vous prouver qu'elle l'a. Si la personne vous dit non, vous êtes potentiellement en voie d'aller demander à qui décide chez vous. Donc, c'est intéressant de se poser la question, Après, c'est un peu brutal. C'est ça. Donc, on peut l'amener doucement. Là, on est en train de discuter, on est sur un point sur lequel j'aimerais une décision. Est-ce que vous pouvez vous engager avec moi sur ce point ? On ne parle pas encore de décision, on parle d'engagement. Et si la personne vous dit oui, je peux m'engager, donc vous êtes prêt à décider ? Vous posez une question ouverte. Si elle vous dit oui, vous attendez une décision. Si elle vous dit non, soit vous allez chercher son décideur. Alors, dans ce cas-là, faites venir quelqu'un qui décide. Soit vous allez lui demander qu'est-ce qui l'empêche de prendre la décision maintenant. Ça, c'est une bonne question. Bien sûr, parce que les questions ouvertes vous amènent de renseignements. On questionne par intention en négociation. Si mon intention, c'est de valider sa capacité de décision, je vais poser une question fermée. Est-ce que vous pouvez vous engager maintenant avec moi ? Oui ou non ? Oui ou non. Si je veux avoir plus d'informations, c'est qu'est-ce qui vous empêche maintenant de vous engager avec moi ? Et là, je vais aller chercher de l'information, du renseignement. Je peux aussi la forcer à se justifier.
pourquoi vous ne pouvez pas vous engager avec moi maintenant ? Ou pourquoi vous ne prenez pas cette décision ? La question pourquoi implique une justification. Donc la façon dont on pose les questions va impacter la qualité de la réponse et la façon dont on va utiliser les informations qui seront données. C'est une grande leçon que j'apprends justement à travers ce podcast. Ouais. L'art de poser les bonnes questions. On apprend à répondre aux questions à l'école, pas à les poser. Or, la questionologie, c'est presque maintenant une nouvelle science, un nouvel art. C'est aujourd'hui quelque chose de très important. Ouais. Mais j'ai constaté que la plupart des gens ne posent pas suffisamment de questions et surtout ne posent pas les bonnes questions. Alors, ce qui est surprenant, c'est qu'on interprète beaucoup. C'est-à-dire qu'on n'aime pas l'incertitude. La plupart des gens que je rencontre ont une appétence à l'incertitude assez faible. Parce que pour une raison simple, notre cerveau déteste ça. Le cerveau n'aime pas ne pas contrôler. Donc quand je suis face à une incertitude, quelle est la motivation de la personne qui est en face de moi ? Quel est le point qui l'empêche de s'engager avec moi, de prendre une décision ? On a une tendance à interpréter. Donc à se faire une réalité de ce qu'on va percevoir. Et donc, on considère que cette interprétation est la vérité et on va baser notre discussion sur cette interprétation. Or, on devrait la valider. Et pour la valider, rien de mieux que poser des questions. Donc, cette capacité à questionner, elle implique plusieurs choses. La première, savoir poser des questions. Et comme on l'a dit, c'est compliqué. La seconde, savoir improviser en fonction de la réponse que la personne va nous donner. Parce que quand je pose une question ouverte, je ne sais pas ce que la personne va me dire. Donc, je vais devoir m'adapter à sa réponse et m'adapter avec répartie et avec aisance, parce que sinon je risque moi-même d'être désarçonné par sa réponse. Et être ouvert à toutes les réponses en réalité. Tout est possible. Il n'y a aucune porte qu'on ferme. Et d'ailleurs, quand on travaille sur la motivation de quelqu'un en négociation, on fait des hypothèses. Moi, je demande à mes négociateurs ou aux personnes que j'accompagne ou que je forme, chaque fois que vous êtes face à quelqu'un qui va vous faire une demande et que vous avez le temps de vous préparer, 80% de la négociation, c'est la préparation. Faites 3 hypothèses d'intérêt. Derrière sa demande, quelqu'un qui vous demande une augmentation de salaire, par exemple, quelles sont ces hypothèses d'intérêt ? Et si vous n'en avez pas 3, vous avez un risque d'être dans un biais perceptif ou une interprétation. Donc, j'essaie systématiquement de faire travailler sur 3 hypothèses. Ensuite, on va traiter celle qui me convient le mieux. On va commencer par celle qui me convient le mieux. Mais en s'ouvrant l'esprit, on dit, il m'en faut 3. On dit, ah tiens, j'ai pas passé en celle-là. Elle est pas bête celle-là, finalement. Et puis, c'est peut-être la bonne. Vous avez dit 80% de la négociation, c'est la préparation. On est d'accord, Laurent, pour dire que la majorité des gens font totalement le contraire. La préparation, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup trop. Comment vous l'expliquez et comment on se prépare ? Je l'explique parce que, encore une fois, la négociation, c'est une matière qui est très peu enseignée. Harvard a fait une étude, je crois que 8% des cadres sont formés à la négociation. 8% seulement ? 8%. Donc, cette incapacité à se préparer, elle est souvent liée au fait qu'on pense que la négociation, c'est une soft skill, c'est un truc qu'on fait facilement, c'est un truc qui est inné. Tiens, il y a des gens qui savent négocier, d'autres qui ne savent pas, mais ça, c'est naturel. Or, pas du tout. On peut tous devenir très bons négociateurs, très bonnes négociatrices. Ça va juste demander un peu de temps, un peu de travail. Pour certains, ça va demander plus de temps quand on a moins d'appétence que d'autres, mais en tout cas, on peut tous progresser dans cette matière. Donc, beaucoup de gens considèrent que la négociation, ça commence quand on ouvre la bouche et quand on est au contact avec l'autre. Et nous, on voit par la pratique, moi j'ai fait un peu plus de 3000 négociations depuis que je fais ce métier, je peux vous assurer que la plupart des négociations où on ne s'est pas préparé, ça s'est mal passé. Donc heureusement, ce sont mes premières négociations où je partais un petit peu la fleur au fusil en disant « Allez, on y va au talent, on y va en instinct ». Et en débriefant, on s'aperçoit qu'un petit peu de préparation en amont, et puis quand on a le temps, une vraie préparation structurée, ça change complètement la donne. Donc oui, beaucoup de gens partent la fleur au fusil en pensant qu'ils sont très bons sur les informations qu'ils ont préparées pour le dossier, mais pas sur la façon de l'amener dans la négociation. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. La préparation, c'est la clé. Non seulement on arrive à avoir des informations en amont, mais on se prépare déjà soi-même pour être hyper efficace face à son interlocuteur. On ne va pas réfléchir à des choses qu'on a déjà préparées en amont. Les infos, on les a très bien. Du coup, on a le temps, par exemple, de lire le langage corporel, le langage non verbal, de faire le focus sur des éléments justement qui sont hyper importants en négociation et qu'on n'a pas forcément la possibilité de préparer en amont pour le coup. Alors, on parlait de confiance en soi. Je pense que la confiance en soi, elle commence d'abord par la préparation. Quand vous savez quel est votre enjeu, vous partez sur une négociation, vous savez exactement le but que vous souhaitez atteindre. Ça paraît évident de dire ça. Je suis souvent confronté à des négociations où les enjeux sont contradictoires. C'est-à-dire ? Je veux absolument 100 livres comme celui-ci. Je les veux le plus vite possible. Et je les veux à moins 20% par rapport au prix catalogue. Ce type de mandat de négociation, j'en vois passer des tas. Ok, très bien. On va essayer d'en avoir 100, de les avoir tout de suite et de les avoir à moins 20%. Maintenant, si sur ces 3 enjeux, je devais en sacrifier un, lequel ce serait ? Vous êtes prêt à abandonner lequel des 3 ?
pour satisfaire les 2 premiers. Ce qui est important pour moi, c'est de les avoir vite, parce qu'un salon du livre, il faut que je puisse les présenter. Donc quand je peux clarifier mon enjeu, je sais que je peux sacrifier le prix et je peux sacrifier le volume, parce que ce que je veux privilégier, c'est le délai. Je veux les avoir le plus vite possible. Donc on va essayer de justement aligner ce qu'on appelle une ligne de négociation. Quel est l'enjeu principal qu'on veut satisfaire? On veut bien sûr essayer de satisfaire les 3, mais si on doit les sacrifier, lequel on préserve quoi qu'il arrive à la fin, et c'est lui la priorité. Alors évidemment, quand on sait ça et qu'on a clarifié ça, soit en nous-mêmes, quand on est à la fois le décideur et le négociateur, soit avec notre patron ou notre patronne quand c'est pas nous qui sommes celui qui décide, eh bien effectivement, c'est beaucoup plus efficace. Ah oui, identifier les enjeux, ça, Son c'est propre une enjeu. excellente technique. C'est clair. Ouais. Est-ce qu'il y a une réponse en particulier que vous avez reçue et qui vous a déstabilisé? Il y a toujours des réponses qui déstabilisent parce qu'on ne peut pas être dans la tête de la personne avec laquelle on négocie. Donc on se prépare à tomber sur quelqu'un qui va nous faire une demande quand même farfelue et pas perdre ses moyens. Donc oui, ça m'est arrivé sur un forcené retranché d'être face à quelqu'un qui voulait parler au pape. Il avait une crise de foi, sans eux bien évidemment, il avait une crise de foi et il m'a demandé à parler au pape. Il m'a dit, si je parle au pape, si le pape arrive à me rassurer, je pense que je pourrais sortir. Donc il était armé, il menaçait une personne qui était avec lui, dont on ne pensait pas qu'elle était l'otage parce qu'il n'y avait pas de risque particulier, c'était quelqu'un de proche de lui. N'empêche que c'était une menace assez forte. Et donc quand il m'a dit, je veux parler au pape, évidemment j'ai été surpris, mais j'ai fait en sorte de ne pas être déstabilisé en posant une question. D'abord j'ai reformulé, donc vous voulez bien parler au pape, c'est ce que vous voulez? Oui, absolument, c'est ce que je veux. D'accord? Donc c'est important pour vous de parler au pape? Absolument, c'est très important. Et si vous pouviez parler au pape maintenant tout de suite, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui poserai cette question-là. D'accord? Vous avez vraiment besoin que ce soit le pape qui vous réponde ou est-ce que quelqu'un d'autre peut vous répondre à cette question-là? Non, mais le pape, ce serait bien. D'accord, le pape, ce serait bien, mais est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le faire? Même si c'est un peu moins bien, est-ce que ce serait possible? Oui, pourquoi pas? Ça pourrait être le prêtre que je vois tous les dimanches. Donc si je viens avec ce prêtre et que ce prêtre vous répond, vous pensez que ça pourrait vous faire sortir? Par du questionnement, je reprends un petit peu de distance, j'évite de montrer ma surprise évidemment, et puis je me rebondis sur ce que la personne me dit pour pouvoir l'amener à finalement considérer que le pape ça va être compliqué. Par contre le prêtre que vous voyez régulièrement, ça pourrait s'envisager. Le but avec toutes ces questions, c'est finalement de l'amener lui-même à donner la solution. Il faut lui faire prendre conscience que sa demande n'est pas réaliste, mais sans forcément lui dire. Alors aujourd'hui sur des négociations d'entreprise, il m'arrive d'avoir accompagner des négociations dans lesquelles les demandes des parties adverses ne sont pas réalistes. Et là, je préfère le dire tout de suite. Ah oui? Oui. Quand quelqu'un fait une demande qui n'est pas réaliste, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y croit? Est-ce qu'il a conscience que sa demande n'est pas possible? Et s'il a conscience que sa demande n'est pas possible, je préfère tuer la frustration tout de suite. Si vous laissez penser à quelqu'un que vous allez finalement lui donner quelque chose que vous savez très bien dès le début ne pas pouvoir lui donner, vous allez créer de l'espoir. Et l'espoir plus le temps, ça fait de la frustration. Donc quand 2 heures après, vous allez lui dire finalement non, je ne vous donnerai pas ça, vous avez laissé l'espoir se développer et la frustration, ça décuplé. Donc je préfère dès le début tuer cette frustration, dire écoutez, vous nous rendez un truc qui est absolument impossible. Malheureusement, je ne pourrai pas vous donner ça. Si c'est vraiment ça ce que vous souhaitez, on ne pourra pas discuter. On ne pourra pas trouver de solution. J'ai d'autres choses à vous proposer, très certainement, mais celle-là, ça va être compliqué. J'ouvre la porte sur autre chose, mais je tue cette frustration initiale. Si par contre, je suis face à quelqu'un qui croit vraiment qu'il peut obtenir ce qu'il demande, et je sais très bien qu'il ne l'aura pas, mon travail va être de lui faire accepter que ce n'est pas possible. Et s'il n'est pas prêt à l'accepter, c'est terminé. Il n'y aura pas de négociation. Vous mettez fin à la négociation. On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui nous demande quelque chose d'impossible et qui ne reconnaît pas que c'est impossible. Parce qu'il va exiger qu'on lui donne et on sait très bien qu'on ne pourra pas lui donner. D'accord. Je me rappelle d'un homme qui voulait parler à sa femme qui était décédée quelques années auparavant. Il était dans un délire particulier, il voulait absolument parler à sa femme. Évidemment que c'était impossible. Et évidemment que dans son délire, pour lui, il n'avait pas conscience que c'était pas possible. Donc il a fallu, avec le psychologue de l'équipe, qu'on lui fasse prendre conscience qu'effectivement, sa femme était décédée, mais sans lui dire de manière brutale. Vous ne pourrez pas lui parler, elle est morte. Voilà, il fallait qu'on arrive à le faire parler sur la conscience qu'il avait du décès de sa femme. D'accord. Et finalement, il est venu à reconnaître qu'elle n'était plus là. Et quand on lui dit, mais qu'est-ce qui fait qu'elle n'est plus là? En fait, elle est morte. Mais est-ce qu'elle est vraiment plus là ou est-ce que des fois, elle vous parle? Est-ce que vous avez encore son souvenir? Oui, j'ai son souvenir. Vous voyez, peut-être que vous lui parlez sans forcément avoir besoin de nous. Peut-être que si vous lui parlez maintenant, elle va vous entendre. C'est-à-dire qu'on lui a montré que sa demande matérielle était impossible, mais qu'il pouvait peut-être accéder à son désir de manière un peu différente. Toujours proposer des solutions alternatives, ouvrir d'autres portes. Ouais. Il ne faut pas fermer une porte. La négociation, c'est ouvrir des portes. Ça commence par une porte fermée, le non. Une négociation commence par un non, quand quelqu'un vous dit non, quand il est en désaccord et qu'il exprime son désaccord. Notre job, c'est d'ouvrir la porte. Le non, c'est le début de la construction des oui.
Donc oui, on ouvre des portes, des possibilités, et si possible, on laisse l'autre en face nous les proposer. Mais quand vous stoppez une négociation, est-ce que vous considérez que c'est un échec ? Il y a des négociations impossibles. Alors évidemment, quand j'étais au RAID, il y a plein de négociations où on savait que ça ne marcherait pas, mais ça peut paraître paradoxal. Quand vous êtes dans un groupe d'intervention, la négociation, c'est le plus. C'est le truc en plus. Parce que le droit commun, la pratique commune, c'est l'intervention. On fait appel au RAID, au GIGN, à un groupe d'intervention pour intervenir sur quelqu'un qui ne veut pas sortir, qui ne veut pas libérer son otage. Donc la pratique, le droit commun dans ce type de cas, c'est l'intervention par la force. Et la négociation est en plus. Si en plus on arrive à le faire sortir par la négociation, bravo, bien joué. Dans le monde de l'entreprise, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que la négociation, c'est le droit commun. Et si vraiment ça ne marche pas, dans ce cas-là, c'est le rapport de force qui va s'appliquer, le recours à la loi et d'autres moyens. Donc dans une entreprise, de dire non, on n'y arrivera pas, c'est toujours plus difficile que dans un groupe d'intervention. Est-ce que vous avez un exemple, une anecdote justement d'une situation où vous avez dû stopper une négociation parce que ce n'était plus possible ? Oui, sur une négociation où les parties prenantes étaient tellement agressives qu'en fait, leur comportement rendait impossible la négociation. Donc moi, je suis vraiment impliqué en direct sur les négociations d'entreprise, évidemment, parce que je suis ni DRH, ni directeur commercial, ni dirigeant de l'entreprise que j'accompagne. Donc j'interviens en accompagnement, en coaching. Je suis une sorte de coach sportif et mon sport, c'est la négociation. Et donc, je prépare des négos et je suis le contact que les personnes que j'ai préparées vont mener. Et mais lors de la négociation, vous n'êtes pas là physiquement. On n'est pas là, non. Alors, ça m'arrive sur certains cas, mais très rare. Évidemment, quand on gère des kidnappings ou des extorsions, ça nous arrive encore. Oui, bien sûr. C'est nous qui sommes au contact. Mais en sur une négociation c'est d'entreprise, pas du tout. J'imagine la tête des salariés. Oh mince, alors, on a perdu d'avance. Oui, mais ça m'est arrivé d'être mandaté officiellement sur une négociation financière. Ah oui. Ouais, et que la partie adverse, effectivement, avait entendu parler de mon nom. Et quand j'ai cité mon nom en disant que j'étais là pour aider telle entreprise à négocier, en face, il y a eu un petit rictus en disant bon, mais on n'y arrivera pas. Bon. On a un négociateur professionnel, alors que c'est pas du tout vrai. J'étais là pour négocier et pas du tout pour que ça se finisse vite. Mais oui, sur une négociation, je me rappelle d'une DRH à qui on avait fixé des limites. On s'était dit mais si en face ils deviennent agressifs, insultants, on arrête la discussion. Et donc il faut aussi savoir dire stop. La négociation, c'est un acte d'altérité. On négocie avec quelqu'un, pas contre lui. Donc si votre partie adverse, si les gens qui sont face à vous sont là pour négocier contre vous et commencent à s'en prendre à vous physiquement, en vous regardant, en s'approchant trop près ou avec des menaces qui sont inacceptables, ça doit arrêter la négociation. L'agressivité, ça c'est la première limite pour vous. Est-ce qu'il y en a d'autres ? La demande irréaliste, quand les gens font une demande qui est complètement farfelue, qui savent très bien que c'est farfelu et qui continuent à la faire. La mauvaise foi. Quelqu'un qui vous ment, qui sait parfaitement qu'il vous ment, mais qui refuse de le reconnaître. Et il sait très bien que vous savez, donc à la limite, il vous prend vraiment pour un imbécile. Ouais. Donc ça, au bout d'un moment, on peut laisser une chance de s'en sortir, mais on laisse qu'une chance. Si la personne perdure dans la mauvaise foi, ça veut dire qu'on n'est pas dans une relation de confiance et ça ne fonctionnera pas. Enfin, du moins, ça ne fonctionnera pas par la négociation telle que moi je le vois. On a sur la scène internationale un négociateur de mauvaise foi qui s'appelle Donald Trump et qui pourtant obtient des résultats, non pas par la négociation, mais par le rapport de force. À force de jouer la mauvaise foi et de dire blanc le lundi et noir le mardi et puis d'assumer complètement les mensonges qu'il a dit la veille, ça rend la négociation compliquée. Donc c'est pas de la vraie négociation. Ce que je vais vous demander, en dehors de ses positions politiques, est-ce que vous pensez que Donald Trump est un bon négociateur ? Non. C'est pas un bon négociateur dans le sens où moi je l'entends. Quand vous avez le flingue, c'est facile d'obtenir ce que vous voulez. Menacer un pays de multiplier par 5 ses droits de douane et puis dire ensuite je diminue un petit peu si vous venez discuter, c'est pas de la négociation comme je l'entends. Je vous mets le flingue sur la tempe et je vous dis si vous voulez pas que je tire, il faut me donner votre portefeuille. Appelons pas ça de la négociation parce que ça c'est pas vraiment comme ça que ça devrait se positionner. Par contre, est-ce que Donald Trump a des résultats ? Oui, bien sûr, parce qu'il a le rapport de force. Mais ça plaît. Ça plaît certainement à ses électeurs, mais ça plaît aussi, je connais des gens autour de moi qui voient cette façon de négocier comme une possibilité de négocier. Et je leur rappelle que non, c'est pas comme ça qu'il faudrait négocier. Mais malheureusement, ça décomplexe la violence et l'agressivité. Mais est-ce que c'est pas justement le plus important, le résultat ? Ça dépend ce que vous attendez comme résultat. Est-ce que la confiance est un des éléments de la négociation ? Forcer l'autre à vous lâcher quelque chose, c'est sûr que vous allez avoir un résultat positif, mais c'est court terme. Et ça tue la relation de confiance. Le jour où le flingue change de main, vous allez voir que finalement, cette méthode, elle n'est pas très agréable. Ça peut se retourner contre vous. Ça se retourne souvent. Le balancier finit toujours par revenir dans l'autre sens. Donc, il faut s'en rappeler. Et c'est très certainement ce qui va arriver à Donald Trump dans certains cas, où au bout d'un moment, en face, le rapport de force va se rééquilibrer et la confiance ne sera plus là. Une prise d'otage où vous avez choisi de stopper une négociation. Est-ce que le risque, justement, ce n'est pas de voir son interlocuteur péter totalement un plomb ?
Pardonnez-moi l'expression, Ouais. mais... Sur une prise d'otage, quand on décide d'arrêter la négociation, c'est qu'il n'y a pas d'autre option et que c'est que l'assaut est prêt. Il y a quelques critères qui font qu'on déclenche une intervention, que l'assaut est déclenché. Alors, je ne vais pas non plus tous les lister parce qu'on ne sait jamais si vous avez des futurs preneurs d'otages qui écoutent. Mais un critère, c'est le passage à l'acte sur un otage. Voilà. Dès qu'il y a un passage à l'acte sur l'otage, on considère que la solution négociée ne sera pas possible. D'accord. Sur la prise d'otage de l'Airbus de Marignane, géré par le GIGN en 1994, le négociateur du GIGN qui est au contact arrive à stabiliser la situation, puis il y a des passages à l'acte sur les otages. Et effectivement, à ce moment-là, la négociation va servir à préparer l'assaut. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de confiance qu'on peut créer avec les personnes qui sont en face. Et ça, c'est un facteur déclenchant. Donc quand on voit des passages à l'acte physiques sur les otages, que le preneur d'otage ne protège plus ses otages et qu'au contraire, il leur fait courir un risque, ça arrête la négociation. Vous qui avez travaillé avec des organisations comme le GIGN, le RAID, le FBI, quelle est la plus grosse erreur que vous avez observée et constatée justement ? Alors, dans ces unités-là, il y a assez peu d'erreurs. Pour une raison simple, la performance n'est pas négociable. Quand vous êtes un négociateur du RAID, du GIGN ou de la BRI et que vous négociez sur une prise d'otage, vous êtes en équipe et vous faites très attention aux erreurs parce qu'elles peuvent avoir un coût humain. Donc ce genre de négociation est mené avec une forte préparation, un fort engagement, avec une équipe autour du négociateur. Donc on peut commettre une erreur, bien sûr, toujours, mais il y a un tel engagement dans l'objectif et un tel effort pour ne pas faire que la négociation rate parce que l'enjeu est vital, qu'il y a assez peu d'erreurs finalement. Les erreurs, je les vois surtout dans le monde de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que les enjeux sont un peu moins vitaux, parce qu'on considère que, comme on l'a dit tout à l'heure, on négocie quand on commence à ouvrir la bouche. Donc une des erreurs que je constate le plus souvent, c'est que le décideur est au contact. Celui qui décide va négocier, ce qui implique pas mal de difficultés. Un des principes en négociation, c'est que celui qui décide ne négocie pas. Ah, et d'accord. celui qui négocie ne prend pas les décisions stratégiques. D'accord. Voilà, il y a plein de raisons qui expliquent ça. Mais la première raison, c'est qu'on va protéger le décideur de l'implication tactique. On ne veut pas que le décideur perde sa vision stratégique globale et tombe le nez dans le guidon. Donc ça, c'est la première crainte. Il peut mettre les mains dans le cambouis, rentrer au contact de la personne, et forcément, il va se concentrer sur le contact, il ne va plus voir l'intégralité de la situation à gérer. Ensuite, comme vous l'avez dit, il peut perdre la face. Faire perdre la face à son décideur, c'est plus compliqué que la faire perdre à un négociateur. Moi, quand je me suis retrouvé plusieurs fois dans des négociations où j'ai attiré sur moi la colère du preneur d'otage ou du forcené, justement pour qu'il vidange sa colère sur moi, parce que je voulais pas qu'il le fasse sur le décideur ou sur la personne qu'il estimait être celui qui décide. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Donc, on protège le décideur de cet engagement-là. Si je suis pas le décideur, je peux jouer l'effet fusible. Je peux dire, écoutez, voilà, je vais porter votre demande à mon décideur. Maintenant, ça va être compliqué. J'ai peur que ce soit difficile pour moi de lui faire accepter. D'accord. Si vous pondérez un peu votre demande ou si vous me proposez quelque chose d'autre, ça, je pense que je pourrais l'avoir. Je suis en train de jouer le médiateur entre la partie adverse et mon décideur. D'accord. Et puis, quand je ne suis pas le décideur, j'ai la liberté de dire non sans forcément casser la relation définitivement. Alors qu'une fois que le décideur a dit non, on sait qu'on n'aura pas la solution. Donc voilà, il y a plein de raisons qui amènent à faire ça. Et ça, c'est une des erreurs qu'on rencontre. Au-delà du manque de préparation qu'on a déjà évoqué, le décideur qui négocie, ça, c'est des choses qu'on voit assez souvent. Quelle est la première information que vous cherchez à obtenir lors d'une prise de contact avec votre interlocuteur ? Dans l'exemple d'une prise d'otage, par exemple. C'est quoi la première information que vous allez chercher à avoir ? Est-ce qu'il a envie d'être en relation ? Est-ce qu'il a envie d'être en relation ? Ouais. Est-ce qu'il a envie qu'on parle ? Est-ce qu'il est ouvert à la conversation ? Est-ce qu'il a envie d'être un bon interlocuteur avec moi ? Et s'il n'a pas envie ? S'il n'a pas envie, c'est compliqué. Moi, j'ai eu des fois des gens qui m'ont jamais répondu. Alors, c'est pas grave. Ça veut pas dire que parce qu'il vous parle pas, il vous entend pas. Donc, on fait un monologue. Ah, ok. Donc, on va faire des projections. Écoutez, je sais que vous êtes derrière la porte. Je sais que la situation est compliquée. Je me doute que vous avez peur parce que vous avez vu que le raid est arrivé sur place et que peut-être vous imaginez qu'on va donner l'assaut. C'est-à-dire que je suis en train déjà d'anticiper. Je fais de l'écoute active, proactive. C'est-à-dire que je vais essayer d'identifier son émotion. Ouais, je me doute que vous avez peur. Peut-être que vous avez peur. Donc, je verbalise son émotion. Je fais ce qu'on appelle de la prolepse. La prolepse, c'est une méthode, une technique qui permet, en rhétorique, qui permet d'aller faire la purge des responsabilités. C'est-à-dire qu'on va déjà anticiper ce que l'autre pourrait nous reprocher. D'accord. Peut-être que vous vous dites qu'on va donner l'assaut. Peut-être que vous imaginez que mon seul objectif, c'est de gagner du temps pour qu'on casse la porte. Peut-être que vous vous dites que j'ai rien à faire de votre vie et que vous n'êtes pas important pour moi. C'est-à-dire que je vais anticiper les griefs qu'il pourrait me faire pour couper l'herbe sous le pied à la partie adverse. Verbaliser ses pensées, ses émotions. Verbaliser les griefs, les pensées négatives qui pourraient venir m'opposer. Okay. Et après, je peux jouer les contre-pieds. Mais ça peut durer combien de temps, cette situation de monologue ? Ce monologue a duré plus d'1 heure. Ah, quand même. Ouais.
Mais c'est pas parce qu'il ne répond pas qu'il ne m'entend pas. Donc je peux avoir des messages qui touchent. J'ai pas le visuel, donc je sais pas ce qu'il en pense. J'ai pas de réponse, donc je sais pas si ça marche. Mais je me doute qu'en passant des informations, j'arrive à mettre des petites graines dans sa tête. Et d'ailleurs, on a obtenu la reddition. Cette personne s'est rendue sans jamais me parler derrière la porte. Mais elle s'est rendue par la négociation. Mais ça, c'est important quand même ce que vous dites. Ce n'est pas parce que la personne ne répond pas qu'elle ne m'entend pas. Ouais, bien sûr. Vous avez des gens qui sont en retranchement ou qui prennent des otages parce qu'ils veulent être entendus. On n'est pas là pour trouver des solutions à leurs problèmes, parce qu'on n'est pas des psys, parce que d'ailleurs on n'a pas ces solutions-là. On est parfois juste là pour les entendre, les écouter. Vous savez, je ne peux pas comprendre ce que vous me dites parce que je sais que c'est très compliqué pour vous, mais dans ce que vous me dites, je sens qu'il y a beaucoup de détresse. Si c'est la détresse qui le fait fonctionner, et vous êtes le premier peut-être à lui donner le droit d'exprimer cette émotion, à reconnaître que cette émotion, c'est ça qui le fait fonctionner. Et donc des fois, les gens, il suffit juste qu'on leur dise « j'ai compris ce que vous ressentez ». Je suis pas à votre place, j'ai pas la solution, mais en tout cas, j'ai compris ce que vous vivez. C'est tellement grave que ça vous amène à vous comporter comme vous le faites. Là, on est dans une situation de prise d'otage, mais dans la vie quotidienne, est-ce que vous pensez qu'il faut tout de même continuer à parler à une personne qui n'a pas envie de parler ? Si la personne n'a pas envie de vous parler, mais qu'elle reste face à vous, c'est qu'elle cherche quelque chose. On forme beaucoup de médecins à la relation médecin-patient. Je crois que j'ai dû former plus de 60 000 médecins depuis que je fais ça. Depuis 2001, ma première conférence pour les médecins, c'était en 2001. Et donc, on a parfois des médecins qui disent, moi j'ai un patient qui vient, qui ne m'écoute pas, mais il vient à chaque consultation. S'il vient à chaque consultation, c'est qu'il a envie d'être en relation. Il est dans le refus, il est dans le fait, je vous écoute pas, je vous crois pas docteur, sauf qu'il vient à chaque fois. Il honore tous ses rendez-vous. Donc, perdez pas l'occasion de mener le contact. Même si vous êtes face à quelqu'un qui vous dit non, qui ne rentre pas dans la relation telle que vous le voudriez. Mais en tout cas, il vient en contact. Profitez de ce contact-là pour faire passer des idées. Et en quoi vous accompagnez ou vous aidez les médecins en négociation ? Concrètement, qu'est-ce qu'ils attendent de vous ? Ils ont besoin de quoi ? L'observance thérapeutique, c'est-à-dire le fait pour un patient de prendre son médicament, de le prendre correctement, de le prendre au bon moment, de le prendre dans les bonnes proportions, les bonnes doses, ou d'avoir un comportement alimentaire ou physique particulier, ça ne va pas de soi. On a des patients qui refusent. Ou des patients qui refusent mais qui ne le disent pas. Ou des patients qui mentent à leur médecin. Or, vous ne devez pas mentir à un patient. Le consentement du patient doit être éclairé. Donc, il faut l'amener à volontairement changer sa position pour prendre ses médicaments. Et s'il ne veut pas les prendre clairement, il ne les prendra pas. Donc, la négociation est une façon de faire accepter et le diagnostic et le traitement au patient. Mais de manière non intrusive. C'est pour ça que je vous disais que la négociation, ce n'est pas de la manipulation. Mentir à un patient, ce serait terrible, parce que c'est de la manipulation. Je peux la manipuler en disant tiens, prenez ça, ça n'a pas d'effet secondaire. Puis quand il va le prendre, il va avoir des effets secondaires terribles. Même mentir pour son bien ? Mais c'est pas éthique de mentir. Non, c'est une question que je pose. Oui, bien sûr, oui. Mais que je me fasse pas attaquer. C'est pas éthique de mentir. Bon, même pour le bien de quelqu'un, lui mentir, au bout d'un moment, ça va se retourner contre vous. Surtout dans une relation où la confiance est importante. Moi, si j'ai mon médecin, j'y vais parce qu'il a une compétence que je n'ai pas, parce qu'il peut m'aider à trouver une solution à une maladie ou une blessure que je peux avoir. Et si un jour il me ment, je ne viendrai plus jamais le voir. Parce que ce que je viens chercher, c'est justement sa compétence. Et même, je viens chercher le fait qu'il me dise des choses que j'ai pas envie d'entendre, mais j'ai besoin qu'il me les dise et qu'il me dise la vérité. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de médecins qui se forment à la négociation. D'ailleurs, ce terme au départ est surprenant. Négocier avec les patients. Puis quand vous échangez 5 minutes avec les médecins, ils vous disent bien sûr qu'on négocie. Bien sûr qu'on est face à un désaccord et à partir de ce désaccord, comment on construit un accord qui va finalement satisfaire tout le monde. Le médecin parce qu'il est là pour traiter son patient et puis le patient parce qu'il est là pour prendre le traitement qu'on lui donne pour améliorer ses symptômes ou pour guérir. Alors pour bien se préparer avant une négociation, est-ce qu'il y a des mots qu'il ne faut jamais utiliser ? Il n'y a pas de mots interdits en négociation. Après, il y a des effets de halo qui peuvent être compliqués. C'est-à-dire un mot qui va connoter tout le reste. Si je parle à un forcené derrière sa porte et que je lui parle d'incarcération, le mot incarcération va connoter tout le reste. J'ai pu lui dire que des choses positives, le mot incarcération va tout arrêter. Si vous êtes en négociation sociale et que vous prononcez le mot licenciement, vous pouvez oublier tout ce que vous avez dit avant ou après, c'est ce mot-là qui va rester. Mais comme quoi, le choix des mots est hyper important. Le choix des mots, c'est très important. Les canaux de la communication, verbal, paraverbal, non-verbal, ont une importance à peu près équilibrée en situation normale. Voilà. Il y a une connaissance assez approfondie sur l'impact de chacun de ces canaux. Donc les mots qu'on prononce, le canal verbal, c'est en gros 30% de l'impact qu'on a sur l'autre dans une relation de confiance. On se parle, on ne met pas en doute ce que l'autre va dire, et donc les mots touchent à peu près à hauteur de 30%. À peu près 30% le paraverbal, le ton de la voix, la prosodie, les intonations, et à peu près 30% le non-verbal. Donc c'est très équilibré. Ça se déséquilibre dès lors qu'il y a perte de confiance.
Si je vous dis quelque chose et que vous mettez en doute ce que je vous dis, vous allez beaucoup moins focaliser sur les mots. Il y a plusieurs travaux qui ont été menés là-dessus, notamment un par Ray Birdvistel sur le body language. En gros, quand quelqu'un doute de la congruence ou doute des propos d'une autre personne, les mots ne sont plus importants que jusqu'à 15%. Ils perdent la moitié de leur importance. On est sur 35%, encore une fois, sur le paraverbal, ça reste équilibré, mais tout le reste va dans le non-verbal. Plus de 50% dans le non-verbal. Donc quand je n'ai pas confiance en quelqu'un, je vais regarder dans sa gestuelle, ses macro-moments, son regard, focalisé, défocalisé, s'il n'y a pas des signes qui vont me permettre de valider le doute que j'ai, ou au contraire de le lever et de me dire tout va bien. Donc oui, le choix des mots, le choix du ton de voix, le choix de la prosodie, le choix du rythme, le choix de la force du discours, le choix des silences, tout ça, ça a du sens dans la communication. Beaucoup de choses à prendre en considération finalement. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'intervention la plus risquée de votre carrière ? La plus risquée de ma carrière, je m'en suis aperçu après que c'était la plus risquée, mais je me suis retrouvé un jour à devoir négocier avec un schizophrène. Un schizophrène. Un schizophrène, voilà. Donc c'est quelqu'un qui a une altération majeure de la perception de la réalité. Il est délirant. Schizophrène, père de famille, qui avait un petit garçon de quelques mois, qui le gardait dans son appartement pendant le week-end. Et le lundi matin, sa maman n'ayant pas récupéré son enfant, elle va chez le papa, qui refuse de lui donner, qui s'enferme dans son appartement. Elle appelle la police, bien sûr. La police débarque. Et là, l'homme prend peur, et donc il se barricade dans son appartement, avec une grosse porte blindée bien solide, et chaque fois que la police va lui parler, il veut pas parler à la porte, il va parler au balcon, il est au 8e étage de sa tour, et il tient son bébé pendu dans le vide. Parce qu'il a peur que la police lui tire dessus, et donc il pense que la protection, c'est de pendre le bébé pour que personne ne lui tire dessus. Et donc moi, je me trouvais impliqué dans cette négociation. D'abord, je suis pas d'alerte ce jour-là, je rentre de mission, et on nous prévient qu'il y a une crise en cours, et donc je rejoins le RAID qui est déjà sur place. Et comme l'homme ne m'a pas encore vu, je vais me faire passer pour le médecin. Il veut pas parler à la police, par contre, il veut bien voir le médecin. Et donc, je vais mettre une blouse blanche et je vais monter à l'étage pour discuter avec lui. Le but du jeu, c'est de pas rentrer. C'est de monter à l'étage de l'appartement, parler sur le palier, arriver à le faire sortir de l'appartement et puis l'amener suffisamment loin de la porte pour pouvoir soit le saisir, soit l'empêcher de rentrer dans l'appartement pour le séparer du gamin et qu'il arrête de prendre le gamin. Et il se trouve que derrière moi, évidemment, là je ne vois pas, j'ai l'escalier qui se trouve dans mon dos. La colonne d'assaut est dans l'étage qui est juste en dessous, puisque l'escalier est ouvert, donc il pourrait voir si la colonne d'assaut était juste à côté. Et quelqu'un bouge derrière moi. Donc je le vois qui s'agite un peu, qui regarde derrière moi par-dessus mon épaule. Et là il me dit, viens, docteur, rentre, n'aie pas peur. Et il rentre dans son appartement. Et il y a des règles dans ce type de situation. On ne rentre pas dans un appartement duquel on ne peut pas s'échapper tout seul. On ne rentre pas dans un lieu si on n'a pas une couverture par un tireur, par un sniper. Et on ne rentre pas dans la sphère de sécurité d'un schizophrène, au contact d'un schizophrène. Et en fait, je vais rentrer parce que je pense aux gamins. Et moi, quand les enfants sont impliqués, c'est le sujet qui me fait perdre ma lucidité. Et donc, je me dis, je rentre et on verra bien. Et quand je rentre, en fait, il ferme la porte derrière moi. Et là, je me retrouve enfermé dans son appartement. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, vous vous dites que ça va être facile parce que le gars est en crise, mais il est pas très grand, il est pas très sportif. Et puis, je suis plutôt à l'époque sportif et un peu physique. Et en fait, pas du tout. Ça marche pas du tout. Il est en crise. Donc, j'arrive pas du tout à le maîtriser. J'essaie de lui sauter dessus, mais c'est compliqué. Donc, j'arrive à le tenir tant bien que mal. Puis, je sais que la colonne d'assaut et l'effraction est en train d'ouvrir la porte qui est derrière. Et puis, au moment où j'arrive un peu à le maîtriser, je m'aperçois qu'il a une paire de ciseaux qui dépasse de sa poche arrière dans son pantalon. Ouais. Et la seule solution que j'ai pour pas qu'il l'attrape, c'est de mettre ma cuisse sur la paire de ciseaux pour pas qu'il l'attrape. Et sauf qu'on tombe tous les deux, on bascule et je me plante la paire de ciseaux dans la cuisse. Oh mon Dieu, quelle horreur. Voilà. Donc j'ai eu de la chance. La fémorale n'a pas été touchée, j'ai juste été perforé au niveau de la cuisse. Le gamin a été sauvé, bravo, tout va bien, belle opération. Mais c'était risqué parce que je suis rentré dans une zone à risque, sans couverture. Je suis allé au contact d'un forcené qui aurait pu me mettre un coup de ciseau. Et même si j'aurais pu me prémunir un petit peu, j'ai un peu surévalué mes capacités en pensant que ce serait facile. Or, c'est jamais facile. Quelqu'un qui est en crise, c'est jamais facile. Là, clairement, vous avez risqué votre vie parce que vous avez été drivé justement par ce sentiment de « je vais aller sauver l'enfant ». L'enjeu, c'était l'enfant. C'est ça. Donc à partir du moment où c'est sa vie qui est plus importante, c'est aussi votre job. Quand vous faites ce travail de négociateur, mais même de policier au sens large, votre travail c'est de sauver des vies. Et parfois de laisser la vôtre pour sauver la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Sur le coup, pas grand-chose, parce que je pensais surtout à la blessure. Pour être très honnête, je me suis dit j'espère que la fémorale n'est pas touchée parce que ça va être compliqué. Par chance, non. Le médecin en plus qui était là m'a rapidement vu que la fémorale n'était pas touchée, donc il m'a carrément suturé dans la voiture. Donc ça au moins c'était réglé. Mais c'est après, je me suis dit que j'aurais peut-être pas dû rentrer, que le risque était quand même fort. Ça aurait pu mal tourner. Bon, par chance, ça tourne bien et tout va bien. Mais je sais qu'après cette opération, on a changé aussi les conditions d'intervention des négociateurs dans ce type de cas.
À partir de cette expérience-là, Ouais. vous vous êtes dit, bon, quand il y a des red flags, quand il y a des limitations, des règles, je vais pas les enfreindre. Alors non, moi je transgresse les règles assez facilement. C'est ce que je me disais, La oui. transgression fait partie de notre métier. Hmm. La transgression, elle est encadrée. On a dans notre charte d'équipe au sein de l'agence TTA, on a une règle qui est que si on a essayé tous les process qui sont prévus pour résoudre une situation et ça n'a pas marché, on peut transgresser. Si c'est ultra ponctuel, si c'est rapporté immédiatement, on prévient tout de suite. Et si ça ne touche pas aux valeurs. Ok. Donc les valeurs de l'équipe, elles, sont jamais transgressibles. Par contre, un process ou une règle, si pour atteindre le résultat, il faut le faire, bien sûr qu'on va le faire. Et d'ailleurs, quand on transgresse une fois une règle, je réinterroge la règle. Si on transgresse 2 fois la même règle, ça veut dire que la règle est plus bonne, il faut la changer. Ok. Il faut être capable d'improviser. Il faut très très vite peser le pour, le contre, balancer le risque par rapport aux avantages de ce qu'on va faire, et puis décider d'y aller ou pas. Mais on doit prendre une décision. D'ailleurs, la décision n'a pas de contraire. La non-décision, c'est une décision. Face aux situations risquées que vous avez pu vivre dans votre vie, j'aimerais savoir quel est votre rapport à la mort. J'ai failli mourir 3 fois. Donc, aujourd'hui, c'est que du plus. J'ai 54 ans. Il y a 54 ans, je suis né à 6 mois de grossesse. Je suis un grand prématuré. Ouais. Donc déjà, je pense que c'était du rab. Le fait de survivre il y a 54 ans avec 3 mois de grossesse en moins, oui, déjà, je m'en suis bien sorti. J'ai eu de la chance. Donc, je pense que dès le début, j'ai considéré que tout ça, c'était du plus. Vous n'avez pas peur de la mort ? Si, bien sûr, comme tout le monde. C'est pas de la mort que j'ai peur, c'est des conséquences de la mort sur mes proches, bien sûr. Évidemment qu'on pense tous à ça. Mais le fait de mourir, ça va nous arriver à tous. La mort fait partie de la vie. Une fois que vous l'avez intégré, ben voilà, ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Et c'est plus facile d'ailleurs. Quand on n'a pas peur de la mort, mais quand on l'accepte, quand on sait que ça fait partie du quotidien, je peux peut-être sortir tout à l'heure et me faire écraser par une voiture après cette rencontre. C'est des choses qui peuvent arriver. Évidemment, hein, ce sera triste. Évidemment, c'est pas ce que je souhaite. Mais ça fait partie des choses c'est quelque chose que vous avez intégré. La mort fait partie de la vie. Une fois que c'est acquis... Non, parce que je vous posais la question parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui pourraient avoir le même discours. En réalité, quand on parle un peu et qu'on creuse un peu, on se rend compte que c'est pas totalement ça. C'est le genre de formulation qu'on aime donner, vous savez, pour paraître peut-être un peu plus fort. Ouais, mais la peur, c'est une super émotion. La peur, c'est une émotion incroyable. Et pourtant, on essaie de l'esquiver. Mais c'est terrible. Si vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas courageux. Si vous faites un truc dangereux et que vous n'avez pas peur, vous êtes inconscient. Vous n'êtes pas courageux. Le courage, c'est la peur de se planter, la peur des conséquences de l'échec, mais l'audace de le faire quand même, l'audace d'aller jusqu'au bout. Donc bien sûr que pour être courageux, il faut avoir peur. Les gens qui n'ont pas peur, qui foncent tête baissée, parce qu'ils ne réalisent pas le risque, le danger ou l'enjeu qu'ils sont en train d'affronter, ces gens sont des inconscients. Donc moi, bien sûr, chaque fois que je pars sur une mission, j'ai peur. Pas peur de mourir, mais j'ai peur des conséquences, de rater, du regard des autres. Évidemment, on est tous comme ça. Mais c'est des choses qu'on doit accepter. C'est des choses que vous avez apprises avec le temps, j'imagine, en fait. Avec votre travail, avec vos expériences. C'est pas quelque chose d'inné, en réalité. On parlait des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Alors, heureusement, ça commence à être enseigné dans les écoles, mais la gestion des émotions. Ouais, ça commence doucement. Hein. Apprendre aux enfants qu'avoir peur, c'est super. Moi, j'ai 5 enfants. Quand ils passent des examens et qu'ils ont peur, je leur dis c'est super. Ah, vous avez 5 enfants ? Ouais. D'accord. Je dis si t'as peur, c'est génial, c'est que t'as bien travaillé, que tu sais qu'il y a un gros enjeu. Donc tu vas faire attention, tu vas être mobilisé, cette force, cette énergie que tu as en toi, cette peur, tu vas la mettre au service de ton examen. Tu vas te concentrer, ça va être génial. Cette boule au ventre, tu la ressens, mais c'est top. Si tu l'avais pas, tu serais dilettante. Si tu n'avais pas la boule au ventre, tu n'aurais pas conscience de l'enjeu. Là, tu vas vivre un moment important. Donc tu vas vraiment faire attention, tu vas t'organiser, te structurer. Ouais. Mes enfants ont vite compris ça. Tu as le droit d'avoir peur. Par contre, on ne laisse pas la peur s'installer. La peur qui perdure, l'angoisse qui s'installe, ça c'est compliqué. Mais la peur, à un moment donné, bien sûr que ça fait partie du jeu. La colère, tu as le droit d'être en colère. Moi, quand je suis face à quelqu'un en négociation qui a une mauvaise foi, je suis en colère, je veux qu'il le sente. Je veux que par mon non-verbal, mon paraverbal, il sente que je suis en colère. Parce que ce qu'il est en train de faire frustre chez moi une valeur, une attente ou un besoin. C'est ça la colère. Et c'est bon de montrer qu'on est en colère ? Bien sûr. Mais quand j'entends dire qu'il faut être poker face dans la relation, ça ne marche pas. Regardez les gens qui sont derrière un écran. Il n'y a pas d'empathie derrière un écran. Ça ne marche pas, la relation, la connexion, elle se fait beaucoup moins que quand on est face à face. Donc oui, bien sûr, si vous vivez une émotion, ne la niez pas. Même en négociation. Tout ce que vous acceptez vous transforme. Je crois que c'est Jung qui a dit ça. Mais bien sûr, en négociation, moi, quand je suis en colère, j'ai envie que les gens le sentent.
par mon regard, par mon attitude, par mes doigts qui vont se pointer vers eux. Ce que vous dites, c'est pas logique. Ce que vous dites, c'est pas bien. Là, vous êtes en train de me mentir. Par la gestuelle, je veux que la personne se dise « Ouh, ce que je suis en train de faire, ça le met en colère. Donc, il faut que je m'ajuste. » Parce que si je m'ajuste pas, on va arrêter la relation. Par contre, je m'emporte jamais. Je ne laisse pas l'agressivité prendre le dessus. C'est toute la difficulté de la gestion des émotions. Ouais. On les contrôle pas, mais on peut maîtriser leur déroulé. Donc oui, toutes les émotions primaires sont légitimes. La tristesse, moi quand j'accompagne des débriefings sur des échecs, ça peut arriver de se planter sur une négo. Nous, on a 98% de succès au sein de l'agence, mais c'est normal, c'est notre métier de faire de la négociation. Mais les 2% d'échecs, je dis aux équipes qui les ont accompagnés, vous êtes tristes. J'espère que vous êtes tristes. Parce que la tristesse, ça permet de faire le deuil. Si on n'est pas triste, on ne construit rien de nouveau. Comment vous avez appris justement à gérer vos émotions, à valider vos émotions? C'est quelque chose qu'on ne fait pas du tout, ça. Ça se fait ici. Moi, je trouve qu'on commence à en parler. Moi, je le vois dans les entreprises aujourd'hui. Quand je parle de gérer les émotions, c'est pas un truc qui tombe du placard. C'est pas un truc corporate, un peu pour faire bien. Alors, quand c'est fait comme ça se voit. Quand c'est fait pour faire joli, vous savez, c'est comme les valeurs affichées sur les murs qui ne sont jamais appliquées. Ça se voit, les gens le voient vite. Moi, j'ai plutôt des clients qui sont conscients qu'il faut former leurs collaborateurs à la gestion des émotions. Parce qu'on met nos émotions au service de notre mission. Donc, j'ai l'impression que ça commence à se mettre en place. Et d'ailleurs, c'est plus souvent des hommes qui, quand je pose la question, est-ce que vous aimez gérer vos émotions, est-ce que vous savez les gérer, qui sont dans l'interrogation. Parce que souvent, les émotions, c'est pour les femmes. Alors, une femme qui laisse partir ses émotions, elle est hystérique. Alors qu'un homme qui gère ses émotions, et c'est normal, il est courageux. Ce qui est stupide. Donc, oui, je trouve que de plus en plus, on est en train de parler de la gestion des émotions dans les entreprises. Et ça, c'est bien. Comme on devrait aussi en parler dans les écoles. Après, il faut savoir accepter ses propres émotions. Et la meilleure façon de le faire, c'est de les débriefer. De les débriefer? Ouais. Moi, je débriefe systématiquement mes émotions. Chaque fois que j'ai une émotion marquée, j'essaie de la débriefer, de l'ancrer dans ma mémoire émotionnelle. Comment vous faites? Vous posez des questions à vous-même? Je me pose tranquillement dans mon bureau ou dans un coin un peu en sécurité, entre guillemets, où personne ne peut venir interférer, venir me poser une question. Et donc, je vais m'interroger sur qu'est-ce qui a déclenché cette émotion. Ah, c'est intéressant. Je vais me remémorer le déclencheur. Ensuite, je vais voir quelle a été l'alerte physique. Comment je l'ai senti physiquement arriver, cette émotion. C'est toujours pareil. Moi, quand je suis en colère, j'ai 2 crispations au niveau des mâchoires et 2 crispations au niveau des trapèzes, tout le temps. Donc, quand je sens ces 4 points-là, il y a un truc qui me met en colère. Et rien que ça me permet de nommer l'émotion qui monte et donc de la maîtriser, d'éviter qu'elle ne dérape. Après, je m'interroge comment j'ai maîtrisé. J'ai relativisé par rapport à l'enjeu, j'ai respiré, j'ai perçu où était la menace ou la frustration. Quel a été l'effet perçu? Est-ce que les gens ont vu mon émotion? Quasiment tout le temps, les gens voient quand je vis une émotion. Et quel a été le résultat? Est-ce que le résultat est positif? Là, je viens de faire un petit acronyme qui s'appelle DAMER, ces émotions, D-A-M-E-R. Okay. Quel est le déclencheur? L'alerte physique, la maîtrise, l'effet perçu et le résultat. DAMER ces émotions, c'est accepter qu'elles soient tout le temps là et accepter que quand on les maîtrise, elles permettent un résultat positif. Donc aujourd'hui, oui, quand je forme des négociatrices ou des négociateurs, je leur dis, montrez vos émotions. Bien sûr, poker face, ça ne marche pas, c'est de l'apathie. Apathos, pas d'émotion, pas d'émotion, pas de connexion, pas de négociation. Par contre, maîtrisez votre émotion. Ne laissez pas votre émotion prendre le dessus. Donc, vous montrez à l'autre que oui, son attitude déclenche chez vous une émotion, mais ne vous laissez pas piéger par une dégradation de l'émotion. La colère est légitime, l'agressivité ne l'est pas. La peur est légitime, l'angoisse ne l'est pas. La tristesse est légitime, la mélancolie ne l'est pas. La joie est légitime, mais l'euphorie est dangereuse. Quand vous terminez votre négociation en disant « Ah, je vous ai bien eu », c'est inutile. Mais ça, c'est l'euphorie qui prend le dessus. On évite que l'émotion se dégrade. Mais les émotions primaires sont toutes légitimes. Il y a un film qui s'appelle Vice Versa de Walt Disney. J'adore. Qui explique aux enfants qu'ils ont leurs émotions en eux. Et c'est très bien. Et là maintenant, il y a le 2 qui vient de sortir, qui rajoute 2 émotions un peu oubliées. Mais c'est super. Dites à vos enfants que oui, tu as ces émotions en toi, elles sont top, elles sont toutes utiles, toutes. Même celles qui sont pas agréables. En fait. Et ben c'est bien quand on les amène au cinéma parce qu'on voit aussi le film avec notre regard d'adulte. Donc c'est pas mal. Vous vous êtes retrouvé vous-même, Laurent, otage en Amérique latine. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Et est-ce que vous avez dû du coup négocier votre propre libération? En fait, je me suis retrouvé sur une remise d'argent. Il faut savoir que dans la gestion des kidnappings, notamment il y a encore une quinzaine d'années, on faisait pas mal de négociations, de remises. Alors là, je le faisais à titre privé, évidemment. Quand j'étais au RAID, on faisait pas ce type de mission. Quand j'ai quitté la police, que j'ai démissionné pour monter ma première équipe de négociateurs, on accompagnait des entreprises dont les ressortissants, dont les collaborateurs, les voyageurs d'affaires, les expatriés étaient victimes de kidnapping. Et je me suis retrouvé un jour sur un kidnapping en Colombie, dans la zone du Barinas,
qui est la frontière entre la Colombie et le Venezuela. J'ai fait une vingtaine de kidnappings dans cette zone pendant 10 ans, hein, donc c'est quand même une zone qui était pas mal active. Et je me suis retrouvé sur un de mes premiers kidnappings, comme je parlais espagnol, avec un accent français, mais je parlais espagnol, je m'étais fait passer pour le membre de la famille qui allait amener l'argent. Et donc le ravisseur a voulu absolument que cette personne amène l'argent pour pouvoir libérer l'otage. Et quand je me suis retrouvé, donc on a marché pendant des heures, évidemment vous n'arrivez pas en hélicoptère comme dans les films dans ce type de situation, hein. Vous débarquez à pied, ça dure des heures et des heures parce que les FARC sont très très méfiantes de tout ce qui pourrait se passer et tout ce qui pourrait se produire autour d'elles. Et donc on est rentré. D'ailleurs je suis même pas certain que tous les gens qui étaient face à moi étaient des FARC. Et quand je suis arrivé sur place et qu'on a commencé à donner l'argent et à expliquer qu'on voulait récupérer l'otage, j'ai entendu deux guerrieros qui étaient pas loin, qui disaient on va le garder pour nous, on va prendre un nouvel otage, comme ça on va aussi demander une rançon pour lui. Voilà. Et donc là, par chance, je remercie ma maman qui est prof d'espagnol, je comprends bien l'espagnol et j'ai perçu les petites nuances que dans leur ton, montrant qu'ils étaient sérieux, mais qu'il y avait peut-être une chance de les faire un peu douter de ce qu'ils étaient en train de dire. Ah, vous avez réussi à percevoir ça ? J'ai entendu que quand il disait ça, il y avait une petite tonalité dans sa voix, je ne savais pas que c'était une plaisanterie ou si c'était sérieux, mais le risque était quand même que ce soit sérieux, parce qu'on était au bout du monde, hein. Personne ne savait qu'en plus on était là, on avait marché pendant des heures. Et donc je leur ai dit que je venais amener l'argent, mais s'ils me gardaient, ils venaient de tuer leur business. Puisque s'ils retiennent les gens qui amènent l'argent, plus personne ne va leur amener d'argent. Okay. Et donc je crois leur avoir dit si c'est vraiment ça que vous voulez, profitez de cet argent parce qu'il n'y en aura plus jamais d'autre. Mais vous l'avez quand même fait. Ah bah j'étais obligé, j'étais tout seul là, j'avais pas d'autre solution. Le traducteur qui m'avait amené, qui était aussi mon guide, il était en panique, c'était compliqué, ouais. Et donc là ils ont rigolé, ils ont parlé un petit moment, donc je savais pas trop comment ça allait tourner, et puis ils nous ont laissé partir. Donc on est parti, on a soufflé. Et là après, encore une fois, j'ai réalisé que j'avais peut-être pris un risque. Et totalement. De vouloir faire comme dans les films, aller au contact pour remettre l'argent, c'était un peu risqué. Oui, c'est je l'ai plus jamais bien refait, scénarisé dans les films. Oui, là c'était comme dans un film, hein, vraiment. On a marché, on s'est retrouvé à passer de l'eau jusqu'ici. Enfin, là, c'était chaud. Le retour était plus léger que l'aller parce qu'effectivement on a failli se retrouver coincé là-bas. Ah ouais, c'est incroyable cette histoire. À ce moment-là, comment ça se passe ? Est-ce que, en tout cas, je sais pas. Je me dis, est-ce que on a l'impression de se dédoubler pour faire comme une pause sur le vrai Laurent Combalbert, de prendre un rôle et de se dire ok, je vais essayer de sauver ma vie. On est négociateur quoi qu'il arrive. Dans ce type de situation, je reste négociateur. Moi, quand je suis en mode négociateur, je suis pas Laurent Combalbert de la vie privée. Même aujourd'hui, je suis pas très bon négociateur pour moi à titre privé, par exemple. Quand je négocie sur des trucs à moi où je suis impliqué personnellement, je suis pas très bon. Parce que j'ai de l'implication émotionnelle et parce que il faut avoir un peu de distance pour être efficace. Négocier avec les 5 enfants, par exemple, c'est compliqué. Oui, j'ai écrit pas mal de bouquins, notamment sur la négociation avec les enfants. Ce sont ceux qui marchent le mieux parce qu'effectivement, on est tous coincés dans ce type de négociation. Donc oui, mes enfants savaient très bien négocier avec moi. Les enfants sont de bons négociateurs. Hein. Ils sont naturellement de bons négociateurs. D'abord parce qu'ils osent tout. Ouais. Ils n'ont pas de limite. Ensuite, ils savent jouer sur nos émotions. Ils sont opiniâtres, ils lâchent jamais. Le disque rayé est la technique la plus pratiquée par nos enfants. Donc oui, effectivement, ils arrivent à jouer à ça. Mais avec mes enfants, je mettais pas ma casquette de négociateur. Alors, ça m'est arrivé de le faire. Donc de me mettre en mode négociateur avec eux. Mais je pense que physiquement, quand je suis en mode négociateur, ma tête change. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Donc moi, Arthur, mon aîné, souvent me disait arrête de faire ton négociateur. Enfin, à un moment donné, je me mettais dans un mode de questionnement. Voilà, je devais pencher la tête vers l'avant. Je sais pas trop ce que je faisais, mais ils arrivent à me voir. Ouais. Ils ont aussi longtemps cru que j'étais un détecteur de mensonges infaillible. Ah. On est tous plutôt bons pour détecter les mensonges, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. On arrive à percevoir inconsciemment les incongruences dans les expressions émotionnelles des gens face à nous. Mais mes enfants ont longtemps pensé que j'étais un champion dans la détection du mensonge. Donc quand ils me disaient des choses et que je les regardais comme ça, je tournais un petit peu la tête, ils s'imaginaient que je le détectais. Et donc du coup, non, c'est bon, j'ai menti. C'était au bluff, hein, mais ça marche bien, le bluff, ça marche pas mal. Avoir des atouts comme parler la même langue, avoir les mêmes centres d'intérêt, etc. Ça, c'est des éléments qui peuvent être déterminants dans une négociation et dans une prise d'otage, par exemple ? Alors, parler la même langue, c'est compliqué. Je vous l'ai dit, je parle espagnol, je parle anglais, je suis plutôt bien. Hein. Mais je suis pas assez bon pour négocier dans cette langue. Il faut être très, très honnête. C'est pas ma langue maternelle, je la pratique pas tous les jours. Et donc, au début, je négociais dans cette langue-là et je me suis aperçu qu'il me manquait des trucs. J'avais des nuances que j'arrivais à percevoir, mais il y en avait que je ne percevais pas. Donc, j'ai préféré
créer dans mon réseau une équipe de négociateurs de cultures différentes. Ah, d'accord. Des gens qui parlent la langue du pays où ils travaillent. Ok. Ce qui me permet d'avoir des gens qui sont évidemment fluides dans leur langage, qui connaissent les réseaux officiels, officieux. Et donc, je me suis un petit peu départi de cette logique de négocier dans une langue étrangère. C'est très compliqué. C'est quoi? C'est les expressions, l'intonation qui peuvent Il y a plein de parfois nous choses, puis trahir? même l'espagnol entre deux régions du Ouais. Venezuela, Les c'est pas le accents. même espagnol. Voilà, le chinois de Hong Kong n'est pas la même chose que le chinois de Taïwan, le chinois de Pékin. Donc oui, je pense qu'il faut avoir quelqu'un qui connaît parfaitement la langue et qui arrive à capter les petites nuances dont on a besoin en négociation, c'est très important. Le paraverbal, je vous ai dit, 30% du message, on passe en privé quand on fait de la négo. Après, évidemment, avoir des accointances avec la personne qui est en face, bien sûr que ça a du sens. Si vous êtes de la même communauté culturelle, évidemment, ça permet d'aller plus loin dans la création de la relation. Le danger, c'est de vouloir faire croire que on a des accointances alors qu'on n'en a pas. Ah. Arriver dans le bureau de quelqu'un et voir un bouquin sur Picasso et dire « Ah, mais j'aime beaucoup la peinture. » Et d'ailleurs, Picasso est quelqu'un que j'adore. Et vous avez perçu l'information et vous pensez qu'en disant ça, ça va créer l'appariement et que tout de suite « Ah, vous aimez Picasso, moi aussi. » Les gens ne sont pas dupes. Ils peuvent se douter que c'est juste un appariement de façade. Ça, faut éviter de le faire. Il faut éviter que ce soit trop visible. Ouais. J'ai tellement vu, moi, quand je recevais des gens dans mon bureau, ils allaient chercher des informations sur les bouquins qui étaient là et ils essayaient de me créer des trucs. Mais pas méchamment d'ailleurs, parce qu'ils voulaient justement créer ce lien. Ça se voit assez facilement. Il faut être authentique en fait. Mais essayer de trouver un point commun avec l'autre, ça peut quand même être un élément positif. Je sais que Dale Carnegie, par exemple, en parle beaucoup dans ses livres. Oui, mais trouver un élément commun, pourquoi? Pour faire du renseignement, pourquoi pas? Ceux qui font du renseignement cherchent une accroche. On va arriver à trouver quelque chose qui va dire « Ah, mais tiens, vous venez de telle région, moi aussi, mais c'est marrant. Ah, vous êtes français, on est dans un pays étranger. Ah, ça me fait plaisir de rencontrer un compatriote. » Oui, ce genre d'accroche, ça peut fonctionner. En négociation, ça reste de la manipulation. Faire croire qu'on a un point commun, c'est de la manipulation. Bon, si le point commun existe, pourquoi pas l'utiliser, bien sûr. Mais soyons authentiques, soyons comme nous sommes. Si vous voulez mettre un masque, donc jouer un rôle qui n'est pas le vôtre, vous allez consommer de la bande passante. Vous allez consommer de la capacité cognitive, de la capacité intentionnelle. Et tout ce que vous allez consommer pour jouer votre rôle, vous n'allez pas l'utiliser pour les techniques de négociation. Donc soyez le plus authentique possible. Ça va vous libérer de la charge attentionnelle pour pouvoir être efficace, capter des informations, dérouler votre scénario de négociation, concevoir le jeu des concessions et des contreparties. Être authentique. Soyez vous-même. C'est beaucoup plus simple. C'est le meilleur rôle que vous pourrez jouer, c'est le vôtre. Vous savez, on entend beaucoup dire que lors d'un kidnapping avec demande de rançon, la règle, c'est de ne jamais payer. Vous, quelle est votre analyse là-dessus? Alors en France, évidemment que c'est la règle. En France, c'est la règle. Mais oui, pourquoi? Parce que la police est efficace. En France, on ne paie pas les kidnappings. La police va négocier, mais elle va faire en sorte de trouver les kidnappeurs et de les arrêter. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Sur un kidnapping à l'étranger, c'est pas la même chose. Pourquoi je négociais en Colombie et pourquoi on payait les rançons? Pourquoi on payait les rançons en Indonésie? Parce qu'on était dans des lieux où soit la police n'avait pas le contrôle, soit la police n'était pas efficace, soit elle était soit corrompue. La police n'était pas fiable. Je me rappelle d'une négociation qu'on avait menée avec des kidnappeurs au Venezuela. Il se trouve que l'expatrié en question avait un dispositif qui permettait de le localiser. Alors pas très précisément, mais on avait en gros la zone dans laquelle il se trouvait. Et puis l'entreprise que j'accompagnais sur ce kidnapping, qui était victime du kidnapping, le responsable sûreté locale avait prévenu la police vénézuélienne. Et la police vénézuélienne a pris les choses en main et pendant 3 jours, on n'a plus eu de nouvelles. Ah. Et puis ensuite, quand on a recommencé le contact avec les ravisseurs, c'était pas les mêmes ravisseurs. La police avait trouvé les ravisseurs, les avait tués, avait gardé l'otage et négocié la rançon pour elle-même. D'accord. Voilà. Donc, il y a des endroits où on sait que les forces de l'ordre ne sont pas toujours fiables. Donc, en fonction du pays, du moment où ça se passe, on peut ou pas compter sur elles et s'appuyer sur ce réseau-là. Après, ma vision personnelle du kidnapping, aujourd'hui, ça fait presque 30 ans que je fais ces métiers-là. Des kidnappings, j'ai dû en traiter 150. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas payer sur un kidnapping. Ça, c'est ma vision de citoyen. Pourquoi? Parce que si vous payez sur un kidnapping, vous entretenez le business du kidnapping. Donc, l'être humain devient une monnaie d'échange et on peut derrière avoir une multiplication des cas. Ça, c'est ma vision de citoyen, Laurent Combe-Albert. Si je mets ma casquette de négociateur, je sais qu'en payant une rançon, on le récupère. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? Quel on dilemme. paye ou pas? C'est le dilemme du négociateur. Quel dilemme. Est-ce qu'on va payer ou pas? J'appelle ça le dilemme de l'oncle. J'avais témoigné dans une commission parlementaire où on parlait justement des assurances kidnapping. Est-ce qu'il faut les supprimer, pas les supprimer? Et je me rappelle d'un sénateur qui disait qu'il fallait absolument interdire le métier de négociateur, interdire les assurances kidnap and ransom, parce que ça entretenait le business du kidnapping. Et ce à quoi j'ai répondu, vous avez raison, monsieur le sénateur, tout à fait. Mais vous avez des enfants? Il me dit non, mais j'ai une nièce. Si c'est votre nièce qui est kidnappée, et moi je vous garantis que je la ramène si on paye la rançon. Vous payez ou pas?
Il n'a pas répondu, évidemment. Bien C'est sûr. toujours facile de regarder les cas quand on n'est pas impliqué. Moi, les gens qui me contactent sur des kidnappings, même s'il y en a de moins en moins, heureusement, c'est des gens qui sont impliqués personnellement. Donc j'ai une photo, j'ai le nom d'une personne et je sais que si on paye, on va la ramener. Alors on ne paye pas beaucoup. On est dur en négociation parce qu'il ne faut pas que ce soit facile. Mais bien sûr que parfois on paye. Et bien sûr que si c'est la seule façon de sauver une vie, on le fera. Mais vous savez, Laurent, il y a de plus en plus de kidnappings en France. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète ? Alors c'est vrai que j'ai vu il n'y a pas longtemps, dans la presse, qu'il y en avait eu depuis le début de l'année, 40 kidnappings à la mexicaine, c'est-à-dire des kidnappings au coin de la rue, plutôt dans des quartiers particuliers où certains délinquants tiennent le quartier. C'est pas que ça m'inquiète, mais oui, le kidnapping devient une pratique habituelle. J'ai fait des kidnappings de chiens, pour pas être surprenant, mais ouais, une personnalité du monde du showbiz nous a demandé de l'aider à négocier le kidnapping de son chien qui avait été enlevé par les kidnappeurs, bien sûr. Elle voulait pas que la police le sache, elle voulait pas que la presse le sache, et oui, on a négocié la libération du chien. J'ai négocié des meubles qui étaient pris en otage par une famille qui se déchirait suite à un héritage. Donc oui, le kidnapping, ça devient une pratique. Malheureusement, le kidnapping de personnes, oui, c'est quelque chose qui se développe. Ouais. Il y a l'agressivité, la violence. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le kidnapping à la mexicaine. À la mexicaine, oui, c'est ça. Le kidnapping, parfois même par hasard. On vous attrape au coin de la rue, oui. On prend quelqu'un au coin de la rue et on va le kidnapper. Ouais, on a des kidnappings de migrants. On a des migrants qui remontent vers qui sont en Libye, par exemple, et qui vont remonter sur la Méditerranée, qui sont kidnappés par des groupes criminels, qui les enferment dans des conteneurs maritimes à 50 degrés, sous le soleil, et qui va leur donner un téléphone pour dire « Appelle quelqu'un de ta famille. Qui tu vas retrouver en Europe ? J'ai un cousin qui est en Italie. Appelle-le. Et dis-lui qu'on te retient en otage. Et on va lui envoyer quelqu'un pour qu'il nous donne de l'argent. Et quand il aura payé, tu pourras repartir. » C'est des dizaines de cas comme ça. De familles qui sont installées à Paris, à Bruxelles, à Londres, qui se voient rançonnées par des kidnappeurs qui retiennent un membre de leur famille, généralement en Libye, et qui, parce qu'il veut migrer et rejoindre l'Europe, va se faire kidnapper et devenir une monnaie d'échange. Mais récemment, j'avais même entendu une histoire rocambolesque, vraiment incroyable, d'un businessman de la crypto qui a été kidnappé, à qui on a coupé un doigt même. Oui, mais c'est toute cette problématique de jeunes gangsters qui s'imaginent que c'est facile. Kidnapper quelqu'un, enfin on a eu, il y avait ces images aussi d'une jeune fille qui a failli se faire kidnapper en pleine rue au cœur de Paris. Oui. Enfin voilà, ça c'est des choses qu'on pouvait voir à Mexico, à Bogota, mais pas à Paris. Donc oui, j'ai peur qu'il y ait des jeunes voyous qui se disent c'est finalement facile de kidnapper. Et puis la crypto, c'est facile de la récupérer, ce qu'il faut d'ailleurs. Hein. Oui. Un porte-avions en crypto, c'est plus difficile à récupérer qu'un coffre-fort, parce qu'on peut le bloquer très facilement et connaître les flux. Mais oui, bien sûr, c'est peut-être l'appât du gain facile. Et puis plein de séries et plein de films sur les négociateurs et les prises d'otages qui ont laissé penser que oui, prendre un otage, c'est facile. Qui nourrissent un peu les fantasmes. On a des bricoleurs, des amateurs, kidnappeurs, oui, qui peuvent passer à l'acte. Donc du coup, on risque de vous solliciter de plus en plus. Sur la France, on ne fait pas de kidnapping. Ah, pas de kidnapping sur la France. Ça m'est arrivé d'être sollicité, comme je vous le disais, pour un chien, pour des meubles. Mais dès qu'une personne est kidnappée, c'est pas nous qui gérons. Pourquoi ? Parce que c'est la police et qu'elle le fait très bien. Je ne me substitue jamais à la police. Mais vous pouvez accompagner. Ça m'est arrivé d'accompagner des familles, bien sûr, mais je le fais qu'avec l'accord des forces de police impliquées. Parce que j'ai été policier moi-même et j'aurais pas aimé voir quelqu'un d'extérieur débarquer pour me dire ce qu'il faut faire. D'ailleurs, on dit jamais ce qu'il faut faire dans ces types de cas, mais on peut justement jouer le rôle de conseil. Et puis, je connais assez suffisamment de négociateurs aujourd'hui dans les forces de police ou gendarmerie pour, si on était sollicité, apporter notre aide, bien évidemment. Mais on le fera jamais d'initiative et on le fera jamais contre la volonté des autorités qui gèrent l'affaire. La police et la gendarmerie font un bon boulot. C'est pas la peine qu'on vienne s'immiscer là-dedans. Mais à l'international, bien sûr, là, on gère ce type de cas. Je vois que vous restez quand même assez diplomate avec la police, la gendarmerie. Il faut pas jouer le cow-boy. Ouais, si vous arrivez, vous débarquez, vous dites je vais vous expliquer la vie, ça marche pas comme ça. Bien sûr. En termes d'expérience, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une grosse expérience, on fait beaucoup de négociations, mais on n'est pas là pour prendre la place de qui que ce soit. On peut bosser en équipe d'ailleurs. Sur les kidnappings, ça m'est arrivé de bosser avec des négociateurs du service public, des forces spéciales par exemple. Ça nous est arrivé de se retrouver sur une mission commune et de collaborer, bien évidemment. Ça me fait penser quand même à une chose importante, c'est comment gérer l'ego, qui peut prendre une place prépondérante dans les relations humaines. Et c'est vrai que ça, vous devez évidemment gérer le kidnappeur, les interlocuteurs, gérer votre négociation, mais aussi les gens avec qui vous travaillez. Ouais. Et souvent, il y a beaucoup d'ego. Comment vous faites ? Sur les gens qui sont face à moi, ça peut arriver. D'avoir des gens qui ont un ego surdimensionné. C'est très bien. On va le laisser faire. Moi, j'aime bien gérer les narcissiques. Il est persuadé qu'il est le meilleur. Laissons-le penser qu'il est le meilleur. Flattons-le. Moi, un narcissique qui me dit qu'il est plus fort que tout le monde, bravo, super. C'est impressionnant ce que vous me racontez. Franchement, je suis impressionné par votre compétence et votre expérience.
Bien sûr, s'il a envie de le penser. Et en plus, il est peut-être très bon d'ailleurs. S'il a envie de le croire, c'est parfait. Donc on va aller dans son sens. Je me mets jamais en compétition avec un narcissique. Surtout si je suis meilleur que lui techniquement. Parce que je vais devenir son ennemi. Ouais. Il est persuadé qu'il est le meilleur. Laissons-le penser ça. C'est une faille pour lui, pas pour moi. Vous avez participé à la libération d'un otage au Nigeria. Comment ça s'est passé? J'en ai libéré 2 sur une négociation où on a transformé la demande de rançon monétaire en la livraison de 2 moteurs de bateau. Voilà. Donc, on a pu comprendre que dans le swamp, là où ça se passe, les marées qui vont inonder tout un tas de lieux, notamment dans l'état de Bayelsa, les marées sont très importants et la capacité des ravisseurs à s'enfuir ou à échapper aux autres bandes rivales était finalement plus importante qu'avoir du cash. Et donc, on a réussi à leur faire comprendre qu'avoir 2 moteurs de bateau puissants et efficaces était peut-être mieux que d'avoir $1 million, plus difficile à récupérer, plus long à récupérer, plus difficile à protéger. Donc voilà, on a pu changer cette demande initiale d'argent en moteur. D'accord. Quand on comprend la motivation de l'autre, on peut trouver des solutions alternatives plus faciles que si je vais avec une interprétation. Il veut de l'argent, donc je donne de l'argent. Non. Il veut de l'argent, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce que c'est pas risqué pour lui d'avoir de l'argent? Est-ce que c'est pas mieux de lui proposer autre chose? Et un moteur de bateau, est-ce que ça pourrait vous satisfaire? Voilà. C'est du cheminement qu'on amène dans la tête de l'autre pour qu'il perçoive que son intérêt peut être ailleurs. Comprendre la motivation de l'autre. Toujours. D'accord. Quelle est la négociation la plus difficile de votre vie en dehors de votre travail? Ma négociation personnelle la plus difficile? Ouais. Après, toutes les négociations où on est impliqué émotionnellement, c'est difficile. J'ai divorcé 2 fois. Donc c'est des négociations difficiles parce qu'il y a bien sûr une application affective très forte. Mais ça a été 2 négociations qui sont bien passées. Pourquoi? Parce que j'avais 2 enfants avec chacune de mes ex-femmes et donc j'ai pu créer un objectif commun partagé avec elles. Les enfants étaient ce qui comptait le plus. C'était pas les histoires personnelles, la vengeance ou quoi que ce soit, ce qu'on voit souvent dans les divorces. Là, on a mis les enfants comme étant notre objectif commun. Donc à partir du moment où il y a un objectif commun partagé, ce que j'appelle l'OCP, on a une vraie négociation qui se met en place. D'accord. Créer un objectif commun. Toujours. S'il n'y a pas d'objectif commun partagé, il n'y a pas de négociation possible. Les négociations aujourd'hui qui ne fonctionnent pas, c'est quand il n'y a pas d'objectif commun partagé entre les parties communes. Donc si je comprends bien, la négociation la plus difficile de votre vie, ça a été vos 2 divorces. C'est toujours, c'est les négociations où on est impliqué affectivement, bien sûr. Et pourquoi c'est plus compliqué alors? Dites-nous, expliquez-nous un petit peu Parce ce qui se passe. quand on est affectivement impliqué, on peut se laisser emporter par ses émotions. Parce qu'on ne veut pas faire du mal aux gens qui nous entourent et parce qu'on peut perdre notre lucidité. Il m'est arrivé d'accompagner des divorces. Alors évidemment, je le fais pratiquement jamais parce que c'est pas mon job, mais il m'est arrivé sur des clients que j'avais depuis longtemps qui m'ont demandé de les aider à négocier leur séparation. Je l'ai fait avec une efficacité redoutable. Pourquoi? Parce que j'étais pas impliqué. Ouais. Et donc à la fin, ils m'ont dit « Waouh, tu nous as sauvé la vie, tu nous as aidé à divorcer sans nous déchirer. » Ce que j'aurais eu plus de mal à faire si c'est moi qui avais divorcé. Parce que quand on est impliqué, il faut être très très raisonnable. Il faut être très humble. Il n'y a pas de champion du monde en négociation. Quand on est pris à partie par les émotions de la situation et qu'on ne sait pas les gérer, ça peut être compliqué. Mais vous, quand vous êtes sorti de vos négociations, de vos divorces, est-ce que vous avez eu le sentiment que vous avez réussi? J'ai de bonnes relations avec les mamans de mes enfants. Donc oui, je pense que c'est réussi. Ce qui compte, c'est ça. Ouais. De garder le lien. Il y a une question que je me suis toujours posée, Laurent. Est-ce qu'on négocie de la même façon avec un homme et avec une femme? Alors c'est une question qui est intéressante. Ma vision personnelle de mon expérience, ma petite expérience, c'est qu'il n'y a pas d'impact du genre dans la négociation. On est négociatrice, on est négociateur. Le genre n'a pas d'impact dans la façon dont on négocie. Je connais des hommes très empathiques, des femmes moins empathiques, ça n'a pas d'impact. Leur genre n'a pas d'impact. Ensuite, comment on est perçu par les parties adverses, ça c'est différent. Si vous négociez face à un misogyne, le fait d'être une femme peut laisser penser que vous ne savez pas gérer vos émotions, que vous êtes incompétente, que je ne peux pas avoir confiance dans ce que vous faites. C'est juste la perception d'un idiot de misogyne. Mais malheureusement, c'est sa perception. Donc je pense qu'effectivement, il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte dans la perception que l'autre a de notre capacité à négocier. Mais le genre en fait partie. L'âge. Vous n'êtes pas trop jeune pour faire ce job. Bien sûr, la couleur de peau. Vous êtes noir, vous négociez avec un raciste. Bien sûr que ça va vous impacter. C'est stupide. Mais c'est quelque chose qu'on doit prendre en ligne de compte. La perception de l'autre est liée à sa culture, à sa vision de ce qui fait que quelqu'un est compétent ou pas. Moi, quand je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit « Moi, c'est une femme, elle n'est pas compétente. » Son seul argument, c'était qu'elle était une femme et donc elle n'était pas compétente. Voilà. Quand vous entendez ça, vous dites « Bon, il y a encore un peu de boulot, quoi. » Oui, c'est sûr. Mais pour moi,
les hommes et les femmes négocient de la même façon. Leurs compétences, leurs appétences sont différentes, mais c'est pas lié à leur genre. Mais vous, quand vous négociez avec quelqu'un, Mm. est-ce que vous négociez de la même façon avec un homme et avec une femme? Complètement la même Sachant façon. que le cerveau n'est pas fait de la même façon, on n'est pas constitué de la même façon. Et puis, il y a toujours cette question aussi d'émotion, peut-être aussi, de gestion Alors moi, des je pense qu'on émotions. est vraiment fait de la même façon. Et je pense qu'en plus, les hommes et les femmes pilotent leurs émotions de la même façon. Après, Ah oui, vous pensez? oui, bien sûr. Évidemment. Je pense que le genre n'a vraiment pas d'impact là-dedans. Ensuite, que les hommes aient été éduqués à ne pas montrer leurs émotions et que les femmes aient été éduquées à plus les montrer, peut-être. Mais ça dépend de leur culture. Donc je ne prends jamais en compte le genre comme un élément qui va changer ma façon de négocier. Je vais capter la motivation, je vais capter l'appétence à la relation, l'appétence au conflit. Mais le genre n'a pas d'impact. En tout cas, à mes yeux et au vu de mon expérience, je ne suis pas un expert là-dessus. Il y a peut-être des neurologues qui pourraient l'expliquer. Mais moi, de ce que j'ai pu constater, j'ai pas vu de différence majeure entre les hommes et les femmes quand je négocie. D'ailleurs, c'est pas un critère pour moi. L'âge n'est pas un critère, la couleur de peau n'est pas un critère, le genre n'est pas un critère. Je négocie avec quelqu'un qui est là parce qu'il a ou elle a une motivation, qui en est ou pas consciente, qui a des compétences pour comprendre ce qu'on est en train de faire, mais tout ça n'est pas lié à tous ces facteurs morphotypiques. Alors, allons plus loin. Next step. Dans une situation de crise, est-ce que vous allez envoyer une femme pour négocier avec une autre femme? Ça dépend de la situation. Est-ce que ça sera plus efficace d'amener une femme pour négocier avec une femme? Est-ce que ce sera plus efficace de mettre un homme pour négocier avec une femme? On a eu un cas, je me rappelle, quand j'étais au RAID, on avait une femme négociatrice, la première négociatrice du RAID, Nathalie, qui s'est retrouvée un jour à négocier avec un homme, et on s'est aperçu dans la discussion que cet homme avait un problème avec les femmes. Voilà. Et donc le fait de mettre une femme au contact n'était pas forcément le truc le plus efficace. Donc on a changé de négociateur. Mais c'était pas parce que c'était une femme face à un homme, c'est parce que cet homme-là avait des problèmes avec les femmes. Et puis je me suis retrouvé un jour dans une situation où c'était vers Orléans, je crois, un gars qui voulait se jeter du haut d'un immeuble et qui a insulté tout le monde, qui en voulait à tout le monde, qui pensait que la police était corrompue, que le maire de la ville tapait dans la caisse. Et donc je me suis fait passer pour un policier de la ville locale. Donc j'ai mis un blouson avec marqué police et le gars m'a insulté pendant une demi-heure. L'idée c'était qu'il vidange toute sa colère sur moi. Et ensuite quand le contact a commencé à se stabiliser, qu'il s'est un peu apaisé, on a fait rentrer une femme négociatrice, Nathalie en l'occurrence dont je parlais, qui a pris la main, qui l'a fait sortir en 15 minutes. D'accord. Donc il n'y avait pas de règle particulière, on l'a pas mis parce que c'était une femme, on l'a mis parce que c'était elle qui était mon binôme à ce moment-là. Elle a pris le contact, elle l'a fait descendre. Donc j'ai pas d'a priori là-dessus, mais effectivement, en fonction de la culture de la personne, une femme peut être ou pas appropriée pour aller au contact. Je trouve que c'est justement un point très difficile à identifier et à gérer. J'ai l'impression que parfois, quand on est une femme, je prends l'exemple d'une femme parce que j'en suis une, Ouais. c'est plus difficile de négocier avec une autre femme. Ça dépend si elle se met en compétition ou pas. Moi, j'ai vu des hommes qui font des combats de coq et c'est les égos qui se mettent en avant. Donc, si vous tombez face à quelqu'un qui s'en fiche que vous soyez une femme et qui est là parce que vous êtes compétente, vous avez une expérience et vous venez apporter une solution, le genre n'a pas d'importance. Si vous êtes face à quelqu'un qui vous voit comme une concurrente et qui se met en compétition, oui, effectivement, ça va monter dans les tours. Mais c'est la même chose pour les hommes. On a ce même type de relation. Quelle est la place que chacun veut avoir dans la relation ? Et c'est quelque chose, malheureusement, qu'on peut identifier parfois lors de la Il négociation faut en rentrer au elle-même. contact pour s'en apercevoir. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais c'est bien, ça veut dire qu'il faut s'adapter et être agile. C'est pour ça que dans nos équipes, on a de tout. On a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, de toutes les cultures. Pourquoi ? Parce que en fonction de la situation, on peut adapter l'équipe à ce que la personne en face va rechercher, va vouloir. Ouais, Mais on n'a pas d'a priori avant de commencer. Ouais. On Mais dit c'est pas bien, c'est un parce que homme, vous donc avez on n'est pas une différents femme. profils. On a dans l'équipe des profils très variés. Et c'est pour cette raison, j'imagine aussi. Pour la façon de s'adapter à l'autre. Il faut Ouais. rester agile et donc on essaie d'avoir dans l'équipe la personne qui est la plus adaptée par rapport à ce que l'autre va vouloir dans la relation. Alors, Laurent, j'aimerais savoir comment on devient négociateur du RAID. Parce que je le rappelle, c'est l'unité d'élite de la police. Alors, comment vous êtes devenu négociateur du RAID ? Moi, je suis devenu des négociateurs par hasard. Moi, j'ai voulu rentrer dans la police pour rentrer au RAID. C'était ma vocation. D'accord. J'étais étudiant en droit quand l'école de Neuilly a été gérée par le RAID, la prise d'otage de l'école maternelle de Neuilly en 93. J'étais devant la télé en 94 quand le GIGN donne l'assaut sur l'Airbus de Marignane. Et donc, je me suis dit, je veux rentrer dans un groupe d'intervention. Et donc, je me suis orienté vers la police. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer dans ce groupe d'intervention ? C'est justement le fait de sauver des vies et de se dire, on va jusqu'au bout de l'engagement pour sauver des vies. Et je voulais rentrer dans les sections d'assaut. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de passer les tests de sélection du RAID. Et donc, j'ai dirigé pendant 3 ans des sections d'intervention au sein de la CRS 8, la compagnie de CRS qui assure le cantonnement du RAID, qui est autour du RAID. Et le jour où je suis allé frapper à la porte du patron du RAID pour lui dire que je voulais passer les tests de sélection,
Il m'a dit bien gentiment que j'étais trop jeune, qu'il fallait 5 ans d'ancienneté, alors j'en avais que 3, et qu'il fallait que je patiente un peu. Et en sortant de son bureau, j'ai croisé Michel Marie qui est le premier négociateur du RAID. Et Michel Marie m'a dit, écoute, j'ai essayé de monter une équipe depuis quelques temps, j'essaie de récupérer des gens à droite à gauche, c'est compliqué, est-ce que tu veux t'engager avec moi? Tu es un jeune officier, donc si tu viens pour pas mal d'années, hein. Et puis si tu viens, peut-être qu'un jour tu prendras la suite. Si tu veux, on monte une équipe, on essaie de créer l'équipe idéale de négociation. Il a vu quelque chose en vous à ce moment-là? Je parlais anglais, donc ça, je pense que ça lui a plu. J'ai pu aller me former au FBI ou à Scotland Yard. Je pense que j'étais motivé, mais pas pour faire de la négociation. Moi, je voulais casser des portes avec un bouclier, un casque sur la tête. Et donc, il m'a proposé de faire ce métier-là, ce deal. Donc, j'ai découvert la négociation par hasard. Je suis devenu négociateur un peu par hasard, sans passer les tests, évidemment. Quand vous êtes recruté pour être négociateur, on passe pas les tests de sélection. Et donc, voilà, je me suis retrouvé à faire ce métier. Et je me suis aperçu en fait que ce que je voulais, c'était pas casser des portes pour sauver des vies, c'était sauver des vies. Et que je pouvais le faire différemment qu'en cassant une porte, je pouvais le faire aussi en discutant et en créant la relation. Et qu'est-ce que cette formation au RAID vous a appris sur la nature humaine, d'une manière générale? À l'époque, il n'y avait pas vraiment de formation au RAID, c'était plutôt une formation sur le tas. Je me suis beaucoup formé, mais à côté. Je suis allé faire des cours d'hypnose ericksonienne, d'écoute active, de programmation neurolinguistique. Vous êtes quelqu'un qui vous formez beaucoup, c'est vrai ça. On n'a jamais fini d'apprendre, surtout sur cette matière de la négociation qui est tellement polymorphe qu'il y a toujours des trucs à apprendre. Donc je me suis beaucoup formé à titre perso sur ces spécialités-là. Et puis j'ai surtout appris à gérer la pression. J'ai appris à gérer la haute intensité, à rester lucide malgré le stress, malgré la pression, malgré les facteurs de risque qu'on pouvait rencontrer. Ça, c'est vrai que ça a été un vrai apprentissage. Ensuite, la vraie négociation, je l'ai apprise dans l'entreprise. Parce que c'est plus difficile de négocier en entreprise que de négocier quand vous êtes au RAID. Ah bon? Pour des tas de raisons. Mais pourquoi? La première raison, quand vous êtes négociateur au RAID, vous avez un rapport de force. C'est-à-dire que si vous réussissez votre négociation, tout va bien. Si vous la ratez, un groupe d'intervention casse la porte et interpelle le preneur d'otage. Alors, ce sont des négociations risquées, très dangereuses, évidemment, il y a des enjeux vitaux, beaucoup plus que dans l'entreprise. Mais techniquement, c'est moins difficile que de négocier avec un partenaire commercial, avec un représentant du personnel, avec un DRH, avec un dirigeant que vous allez revoir tous les jours. Alors que le forcené ou le preneur d'otage, vous le voyez qu'une fois dans votre vie, avec lequel vous allez devoir créer une relation de confiance durable. Donc, on ne peut pas utiliser de pratiques non éthiques. On ne va pas mentir, on ne va pas tricher, on ne va pas se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Et vous allez devoir prendre en compte une multitude d'intérêts. Un forcené retranché, il veut une chose et souvent, il vous le dit assez vite. Un preneur d'otage, il prend des otages parce qu'il veut obtenir quelque chose en échange. Donc, sa motivation, elle est affichée assez rapidement. Un collaborateur dans l'entreprise, il ne va pas forcément vous dire tout de suite ce qu'il veut vraiment. Donc, il va falloir aller investiguer, aller chercher de l'information. Vous avez une multitude d'enjeux qui sont impliqués. Vous avez des notions de temps qui sont différentes. Donc, c'est beaucoup plus difficile de négocier dans l'entreprise que de négocier une prise d'otage, bien sûr. Mais je comprends maintenant que vous détaillez un peu plus la réponse. Oui, parce que quand vous êtes un DRH et que vous négociez avec un collaborateur pour le recruter, il y a plein d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte. Vous allez le revoir 3 fois. Il va être collaborateur pendant 25 ans peut-être. Si le forcené, franchement, si vous voulez vous faire passer pour un médecin pour aller au contact, vous pouvez le faire, vous le reverrez plus. Et puis si vous ratez votre négo, encore une fois, il y a une capacité à régler ça par la force. Dans l'entreprise, le passage en force, c'est pas le droit commun. C'est la négociation qui est faite pour régler les conflits. Si vous êtes obligé d'en arriver au rapport de force ou à la soumission, vous avez perdu. Alors que dans un groupe d'intervention, le passage en force, l'intervention par la colonne d'assaut, ça fait partie du process. Ouais, je comprends. Et qu'est-ce que vous préférez, vous, à titre personnel? Les négociations d'entreprise. Ah oui? Parce que c'est plus difficile? Intellectuellement, c'est beaucoup plus intéressant, bien sûr. Les négociations les plus intéressantes que j'ai menées, c'est les fusions-acquisitions. Parce qu'il y a des pools bancaires avec des banques différentes, qui ont des enjeux différents, il y a des avocats d'affaires impliqués, il y a l'entreprise évidemment, il y a l'ensemble des acteurs, il y a un timing très très précis, il y a un sociogramme, comprend les intérêts des uns et des autres, comprendre qui décide, qui pourquoi. C'est quoi qui vous plaît autant? C'est la complexité? C'est le côté intellectuel, ouais. C'est le côté intellectuel. C'est le côté préparation du jeu d'échecs, avec des cases qui vont changer de couleur en cours de route. Donc oui, ça c'est très prenant. Donc là, on voit un Laurent Combalbert tout excité, enthousiaste. Oui, ce type de mission, on adore ces négociations-là. Pour négocier. Elles sont compliquées, c'est pour ça qu'on nous sollicite d'ailleurs, mais ce sont des négociations passionnantes. Et justement, c'est quoi la dernière grosse négociation que vous avez menée? J'ai en cours 3 grosses négociations. Je supervise en gros une dizaine de négociations à peu près tout le temps. Quand l'une s'arrête, il y en a une autre qui va me prendre la place. Il y en a 3 grosses que je mène en ce moment, dont une diplomatique, où on a plusieurs entités internationales qui sont en train de négocier avec une entité française. Ouais, ça c'est un gros truc. C'est un gros truc. Ça a des impacts, ça aura des impacts sur la vie quotidienne de la plupart des Européens. C'est ce que j'allais vous demander. En fait, il y a un réel impact sur nos vies. Ouais.
Si on réussit, et on va réussir, on a fait tout ce qu'il fallait pour, il y aura un vrai impact sur la vie quotidienne de tout le monde dans les années qui viennent. D'accord. Donc ça, on peut pas se rater là non plus. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Non, je peux pas donner plus d'infos. Vous savez quoi? Je vais même pas tenter de négocier. Non, c'est des négociations où on doit rester un peu dans l'ombre. Mais voilà. Après, vous avez cité quelques organisations avec lesquelles on travaille tout à l'heure. Oui. Bon, voilà. On accompagne ces organisations dans ce type de L'OTAN, situation. l'OMS. Et d'ailleurs, je suis assez surpris. Je suis un ancien fonctionnaire. Je suis très surpris de voir l'ouverture d'esprit des hauts fonctionnaires aujourd'hui qu'on rencontre dans ces négociations-là sur la négociation. Ah, Ouais, vraiment. c'est On a une bonne tendance chose. souvent à considérer les gens qui ont fait l'ENA comme étant un peu obtus et très sûrs d'eux. Et moi, je suis vraiment très, très surpris de voir les gens que je rencontre qui sont absolument ouverts à réapprendre à négocier, à venir chercher des conseils en négociation. Donc ouais, c'est très rassurant, finalement, parce que même si on peut critiquer, beaucoup, on entend beaucoup de critiques sur la façon dont l'État est géré, mais les hauts fonctionnaires que je croise deviennent de vrais négociateurs par nécessité et parce que je pense qu'ils ont compris l'intérêt que la négociation soit une vraie pratique de gestion des conflits. Vous, Laurent, vous négociez avec d'autres négociateurs à l'international. Quels sont les meilleurs selon vous? Les Français, on a une bonne cote. C'est pas parce que Non, c'est c'est chauvin vrai. cocorico. Il y a un petit côté chauvin. J'aime bien mon pays et je suis assez chauvin. Après, si on n'est pas chauvin pour les Français, qui le sera à notre place? C'est vrai. Mais on est plutôt bien coté parce que on a le côté un peu foufou, un peu Tête brûlée? Pas tête brûlée, mais les Américains nous appellent les freestylers. Ah, Ils considèrent qu'on a tendance à improviser trop souvent. Or, justement, c'est ce qui fait la force de nos équipes de négociateurs, c'est qu'on improvise. Mais l'improvisation, c'est très, très préparé avant. Ouais. On est beaucoup, beaucoup préparé avant pour être capable d'improviser en confiance. Donc, c'est vrai que les Latins et les Français, notamment, ont une bonne cote. est-ce que vous diriez qu'on est plus audacieux? Je sais pas si on est plus audacieux, mais je dirais qu'on est capable d'improviser plus vite. Ok. Alors, on prend aussi parfois des risques, c'est vrai, mais on est capable de s'adapter aux situations, et donc ce sont les situations, les interlocuteurs qui font la stratégie de négociation. Les Américains, eux, vont rester dans le cadre, c'est ça? Alors, de moins en moins, parce que moi j'enseigne aux États-Unis, et j'ai fait une conférence il y a quelque temps à l'Académie de Quantico, justement sur notre protocole qui s'appelle Hermione, qui commence à être reconnu aussi aux États-Unis. En France, aujourd'hui, c'est un des protocoles les plus reconnus sur la négociation professionnelle. On commence à le déployer aussi à l'international. Et donc, ouais, cette approche française, elle commence un peu à percoler dans ces pays où le process est plus important que le résultat. On commence à leur montrer qu'on peut être capable de s'adapter, de faire preuve d'agilité. Quand vous parlez de transgression, un négociateur américain, il fait des grands yeux. Alors que quand on lui montre que la transgression, finalement, ce n'est qu'une adaptation de la règle aux circonstances, tout de suite, La définition à la française. ça va un petit peu mieux. Voilà. Donc, Mais ils doivent on joue de ce adorer vous côté-là. avoir en enseignant, en fait. Non, les Non autorités nous aiment pas trop parce que quand on parle de transgression, une capacité à sortir du process, c'est compliqué. Moi, je dis ça, mais c'est pas vrai puisqu'ils nous sollicitent. Mais oui, moi, je joue de ce côté français. Les gens nous voient arriver justement comme un peu Ouais. les gens capables de renverser la table et d'être très imbus d'eux-mêmes. Donc moi, je joue aussi de cet effet de perception qu'ils peuvent avoir pour appuyer nos messages sur la capacité d'improviser. Mais justement, vous êtes diplômé de la FBI National Academy. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez appris aux États-Unis qu'on ne vous a pas enseigné en France? Qu'est-ce que j'ai appris au FBI qu'on m'a pas appris en France? Le process. C'est vrai que souvent je critique les process américains parce qu'on est trop enfermé dedans. Maintenant, il en faut un petit peu quand même. Il faut avoir une capacité à avoir une colonne vertébrale commune au sein de l'équipe. Quand j'ai créé le protocole Hermione, je voulais que tous mes négociateurs, quelle que soit leur culture, passent par les mêmes questions clés quand ils préparent leurs négociations et quand ils négocient. Donc ça, c'est vrai que si j'ai ramené ça des États-Unis, l'importance du process, l'importance de la règle commune qu'on va pouvoir mettre en œuvre. En près-dedans, c'est pour ça que je ne parle pas de procédure de négociation, mais de protocole de négociation. Pour moi, une procédure apporte des réponses, alors qu'un protocole apporte des questions. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai ramené du FBI. Bon, après, j'ai ramené les trucs les plus importants, la casquette, le polo, le mug. Évidemment, il faut avoir ça. J'imagine, ouais. Quand j'ai ramené ça, mes enfants faisaient des grands Trop yeux. cool. Et c'est génial. Le meilleur papa. C'est ça. La casquette du FBI, c'est la vraie. Bien sûr que c'est la vraie. Mais oui, j'ai ramené la préparation et la structuration. Ils sont très, très organisés, structurés en termes de logistique. C'est assez fou. Donc ça, j'ai ramené cette vision-là. J'étais moins enclin à être dans cette structuration organisée. Est-ce que vous avez appris à repérer le mensonge? Et si oui, quels sont les signes qui ne trompent pas? Aucun. Il n'y a aucun signe qui ne trompe pas. Il n'y a pas d'indice universel de mensonge. En tout cas, s'il y en a, je ne les connais pas. Après, on va percevoir les incongruences. La personne qui me dit quelque chose et je sens qu'elle ressent autre chose. Quelqu'un qui me dit « j'ai pas peur »
et je vois des activations musculaires sur son visage qui vont plutôt m'indiquer qu'elle a peur, sa bouche qui se tire en arrière, ses yeux qui vont un petit peu s'écarquiller. Voilà, ces informations-là m'indiquent qu'elle me dit quelque chose qu'a priori, elle ne ressent pas. Les incohérences. Des incongruences entre ce qui est exprimé et ce qui est observé. Ouais. Voilà, c'est pas aligné, il y a un truc qui va pas. Ou une émotion qui n'est pas la bonne. Quelqu'un qui devrait ressentir de la tristesse et qui ressent de la peur, par exemple. Si vous vous rappelez Jonathan Daval, qui est cet homme qui a tué son épouse et qui, avant qu'on sache que c'est lui qui l'avait tué, participe à une marche blanche pour la mort de son épouse. Oui, je me souviens. La plupart des gens qui l'ont vu à la télé ont dit c'est bizarre, il y a un truc bizarre chez ce gars-là. En fait, ce qui est bizarre, c'est que quand on constate ces expressions émotionnelles, c'est souvent de la peur. Or, ça devrait être de la tristesse. La tristesse, c'est la perte d'un besoin, d'une valeur ou d'un bien fondamental. Et donc là, il a perdu son épouse, il devrait être triste. Or, quand on le regarde, il a plutôt des activations musculaires qui évoquent la peur. Donc, ça ne veut pas dire que c'est lui, mais ça veut dire que cette incongruence émotionnelle, il y a quelque chose qui l'inquiète plus que quelque chose qui le rend triste. Et donc ça, c'est un indice de tromperie potentiel qui devrait être intéressant à étudier. C'est très très important ce que vous nous dites, c'est vraiment le fait d'identifier des incongruences, donc prendre le temps, poser des questions, enfin vraiment essayer de faire une analyse et non pas écouter ce qu'on peut parfois entendre sur les réseaux, par exemple. Ah oui, si je me touche le nez, s'il se touche le nez, c'est qu'il, ce que vous faites là, c'est qu'il est en train de mentir. Alors, quand ça, c'est pas vrai. Mais j'ai entendu plein de fois, quand on se gratte le nez, c'est qu'on ment. Non, quand on se gratte le nez, c'est qu'on a le nez qui gratte, c'est tout. C'est tout. Donc, ça peut être lié au stress, bien sûr. Le nez est très vascularisé, donc quelqu'un qui stresse peut avoir tendance à se gratter le nez, peut avoir tendance à transpirer, à avoir des micro-contacts, des micro-démangeaisons, mais c'est pas un signe de mensonge, c'est un signe de stress. J'ai vu des gens stressés qui avaient les signes que certains peuvent évoquer comme les signes des menteurs, alors que c'était pas du tout ça. C'est juste qu'ils étaient sous stress. Et puis j'ai vu des menteurs qui stressaient pas. J'ai vu des mythomanes qui mentent, qui ne savent pas en fait qu'ils mentent. Leur mensonge est tellement intégré dans leur réalité que même quand vous savez que c'est un mensonge, moi j'ai vécu des situations où je sais que la personne me raconte quelque chose qui est faux parce que j'étais là et je sais que ça s'est pas passé. Mais cette personne me le raconte avec un tel aplomb que je ne vois aucun signe de stress ou de tension qui pourrait me laisser penser qu'elle sait qu'elle ment. Donc, d'une personne à l'autre, les signaux sont différents. Il faut être très très prudent par rapport à ça. Oui, c'est vrai. Ou les gens qui disent quand on se croise les bras, ça veut dire qu'on est coupé à la relation. Ben non, quand on se croise les bras, c'est qu'on ne sait pas quoi faire de ses bras. Donc là, je ne suis pas coupé à la relation, mais peut-être que je ne sais pas quoi faire de mes mains. Ou quand on se tient comme ça ne veut pas dire une chose particulière par rapport à quand on se tient comme ça. Il ne faut pas faire de généralisation par rapport à ça. D'accord. C'est très important ça, vraiment. Je pense que c'est le point à souligner quand on parle de mensonge. Je ne suis pas un expert du tout du sujet, mais je le pratique par la négociation. Et j'ai vraiment pas observé de choses absolues qui me permettent de dire que quelqu'un ment. Même la midrièse, quelqu'un qui a une pupille qui se dilate instantanément, c'est une marque de stress. Mais c'est pas forcément une marque de mensonge. Alors souvent, oui, le mensonge est accompagné d'une midrièse. La personne sait qu'elle ment, sait qu'elle peut se faire détecter. Donc, elle peut avoir un coup de stress, mais ce n'est pas une preuve de mensonge. D'ailleurs, le polygraphe en France, donc le détecteur de mensonges, n'est pas reconnu. Parce que le polygraphe ne détecte pas le mensonge, il détecte le stress. Ah oui, bien sûr, il détecte les marques de stress. Oui, bien sûr, oui. Certains services de renseignement s'entraînent pour tromper un polygraphe. Ça, c'est des trucs qu'on voit dans les films, franchement. Oui, mais on peut s'entraîner. Si vous créez votre baseline, vous mettez une baseline de stress. Vous allez avoir les questions de calage. Vous posez une question, vous allez me répondre oui systématiquement. Donc je vous demanderai comment vous appelez, est-ce que vous avez des enfants, si j'ai des informations, je sais si vous mentez ou pas. Donc je vous pose que des questions où je sais que vous n'allez pas me mentir et donc je vais caler une baseline de vérité. Donc je sais dans quel état de stress vous êtes quand vous dites la vérité. Et si vous montez qu'il y a une rupture de baseline, que je constate une modification de votre transpiration, de votre pouls, de votre midriase, là je vais me dire, ce changement de baseline me laisse penser qu'à ce moment-là, elle est en train de mentir. Mais on peut truquer la baseline de vérité, de calage. Ouais, ce qu'on cherche à identifier, c'est pas forcément le mensonge, mais le stress. Donc si vous arrivez à créer du stress quand vous allez faire votre baseline de calage, quand vous allez dire la vérité, quand vous allez mentir, vous allez avoir le stress du mensonge, et quand vous allez dire la vérité, vous allez avoir le stress que vous allez déclencher par vous-même. Mais ça, c'est quelque chose qu'ils utilisent, il me semble, aux États-Unis, le détecteur de mensonges. Oui, bien sûr. Mais ça détecte le stress, c'est pas un détecteur de mensonge. C'est un détecteur de stress qui est associé au mensonge. C'est juste qu'il porte mal son nom. Ça porte mal son nom. Alors, ça montre quand même que quelqu'un a des pics de stress à certains moments. Quelque chose ne va pas. Ça peut être truqué. Moi, je connais des gens qui ont prouvé qu'on pouvait truquer un détecteur de mensonge. Ces gens se sont imaginés qu'on allait ouvrir, inciser. Imaginez votre gros orteil droit. Vous l'avez en tête ? Oui. Imaginez que vous prenez un scalpel bien aiguisé et vous enfoncez le scalpel entre la peau et l'ongle, bien profond. Vous voyez la réaction que vous venez d'avoir ? Cette réaction-là, vous avez une baseline de stress qui va se mettre en place. Donc, si je vous pose une question de calage et vous imaginez cette pointe de scalpel qui rentre dans votre pied, vous allez créer cette baseline de stress qui sera la même que quand vous allez mentir. Donc, si vous savez gérer
votre émotion, si vous savez gérer votre capacité à percevoir le stress physique, j'imagine la lame de scalpel qui est dans mon pied, et le stress psychologique, je sais que je mens, donc ça va monter, vous allez avoir une baseline qui sera la même que vous mentiez ou vous mentiez pas. Bah alors pourquoi il Par contre, continue c'est à appeler énormément de ça contrôle. Parce que un détecteur de mensonges? les gens qui peuvent truquer ce type de détecteur sont très rares et il faut être très très entraîné pour ça. Mais je connais des gens qui travaillent dans le renseignement qui ont été formés pour ça. D'accord. J'aimerais qu'on parle aussi de la voix. La voix, un élément super important. À quel point justement la voix peut être importante et qu'est-ce qu'on peut analyser, comprendre de la voix? La voix, la prosodie, le chant de la voix va amener beaucoup de choses. Je peux amener une intensité. Selon l'intensité que je vais mettre dans mon discours, vous allez m'écouter différemment. Ou je peux au contraire mettre une intensité qui sera beaucoup plus nuancée, qui va vous laisser penser que je ne suis pas très certain de ce que je suis en train de vous dire. Je peux aussi laisser penser que je ne maîtrise pas forcément le sujet que je suis en train d'aborder. Voilà. Là, je bafouille, je vais chercher mes mots, je fais des latences serrées. Donc, par le ton de voix qu'on va utiliser, par la prosodie, le rythme, l'intonation, on peut aussi faire passer pas mal de messages. C'est en gros un tiers de l'impact qu'on a sur l'autre qui est lié à la voix, ce qu'on appelle la prosodie, le chant de la voix. Un tiers, c'est beaucoup. Un tiers, c'est énorme. Alors, si vous arrivez à maîtriser les 3 canons, les mots que vous employez, la façon dont vous portez les mots dans votre voix et le non-verbal que vous montrez, les gestes que vous montrez, vous avez une maîtrise de presque 100% de l'impact que vous avez sur l'autre. Si vous faites attention à votre ton de voix, vous allez avoir votre charge cognitive, votre capacité cognitive qui va se focaliser là-dessus. C'est-à-dire que vous savez ce que vous allez dire, vous faites surtout attention à la forme, tout le reste, vous allez l'oublier. Quand je suis en train de faire ça, je ne vous observe plus. Parce que je fais très attention à ma voix et comment je vais la jouer. Sauf que j'ai plus de capacité à percevoir le reste. Donc, jouer ce rôle-là, mettre en œuvre ces techniques-là, ça marche. Mais ça consomme de la bande passante. Donc, il faut C'est faire pour ça attention. qu'il faut être très bien préparé. Il faut être très, très Pour le entraîné. fond. Et il ne faut pas faire ça tout le temps. Parce que sinon, je suis concentré sur ce que je dis, mais je ne suis pas concentré sur la réaction que je provoque chez l'autre. Mais la voix, c'est très important. Moi, j'avais lu une étude justement qui a été menée aux États-Unis auprès de médecins qui disent que finalement, un médecin qui va avoir une voix grave, posée, et notamment beaucoup pour les femmes, ça va être un médecin en qui on va avoir confiance. On va lui donner une certaine crédibilité. Et moi, je trouve que dans notre société aujourd'hui, les gens ne font pas forcément attention à leur voix. Ils ont l'impression que c'est une voix qui est là, qui est innée, pas très importante. En réalité, elle joue un rôle énorme. Et chacun peut travailler sa voix pour vraiment l'améliorer, vraiment, et en faire un véritable pouvoir, un outil hyper puissant. Oui, c'est un outil, évidemment. Après, ça demande de déjà connaître son ton de voix et sa tonalité. Quand on dit aux gens, posez votre voix, le fait de la poser, là, si je la pose, je vais la poser de manière un peu plus grave. Si je devais faire un discours ou préparer une conférence, il y a des chances que je le fasse avec ce ton de voix. Mais c'est pas ma voix habituelle. Elle est un petit peu plus basse que ce que je fais d'habitude. Ma voix habituelle, c'est celle qu'on a depuis tout à l'heure, où je suis un petit peu plus haut. Mais si j'avais une voix comme ça, ce serait plus compliqué. Je parlerais peut-être plus vite ou de manière plus aiguë. Ça change complètement l'impact que j'ai sur l'autre, bien sûr. Totalement. Mais prenez en compte votre voix, regardez l'impact qu'elle a. Vous pouvez l'améliorer, la poser un peu. Encore une fois, jouer d'une voix qui n'est pas la nôtre ou essayer tout le temps de la maîtriser, ça consomme beaucoup d'énergie. Oui, bien sûr. Mais du moins, essayer de l'améliorer, d'en prendre conscience. En prendre conscience déjà. Prenez conscience que votre ton de voix a de l'impact sur l'autre. Autant que les mots que vous allez employer. Dites-moi, Laurent, quelle est l'erreur que 99% de personnes font lorsqu'ils essayent de convaincre? L'erreur principale, c'est de ne pas être convaincu quand on essaie de convaincre. Ouais. C'est quand même une grosse erreur. Pour convaincre quelqu'un, il faut être convaincu de ce qu'on va lui dire. Donc on peut vous demander de me convaincre que cette bouteille d'eau a un bouchon bleu alors qu'elle a un bouchon rouge, mais vous allez avoir du mal à être convaincu parce que vous savez que c'est pas vrai. Donc c'est déjà se convaincre que ce qu'on dit est important et que je dois amener l'autre à changer sa position pour justement revoir un petit peu la conviction initiale qu'il peut avoir. Et ensuite, considérer qu'on ne peut pas convaincre quelqu'un qui est déjà convaincu. Ah, c'est vrai? Si vous avez quelqu'un qui est dogmatique face à vous, vous ne pourrez pas le convaincre de changer sa vérité. Il faut juste l'accepter. Il a une vérité révélée, qui est sa vérité à lui, qu'elle soit vraie ou pas d'ailleurs, mais c'est sa vérité. Donc s'échiner à essayer de convaincre quelqu'un qui est absolument convaincu qu'il a sa vérité, qui n'est pas la même que la vôtre, c'est de la perte de temps. Alors on peut se faire plaisir en argumentant, mais à la fin, c'est pas très efficace. Ah, c'est important ça quand même. Ok. On aime bien le concret dans le Manal Show, vous l'aurez remarqué. Donc, si on peut donner des actions concrètes, des méthodes concrètes à mettre en place, c'est génial. Et justement, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il faut systématiquement noter ses objectifs
avant d'en entamer n'importe quelle négociation? Il faut déjà être bien au clair de son enjeu. Comme on l'a dit, la ligne de négociation, elle commence par le besoin fondamental qu'on veut satisfaire. Donc oui, on le note. On a un outil qui s'appelle une ligne de négociation, qui se décompose en 5 parties. Le premier, c'est l'enjeu. Qu'est-ce que je veux obtenir? C'est quoi le besoin que je veux satisfaire? Ensuite, c'est l'objectif. Qu'est-ce que je mets en œuvre pour satisfaire ce besoin? Ensuite, c'est la stratégie. Est-ce que je suis, selon le rapport de force, en coopération, en compétition ou en coopétition? La coopération d'opportunité. Ensuite, c'est la tactique, qui est l'enchaînement de chacune des séquences de ma négociation. Et ensuite, ce sont les techniques qu'on va mettre en œuvre. De la démonstration, de l'influence, du forçage, peut-être de la manipulation, même si on essaie de ne pas l'utiliser. Mais c'est cette ligne de négociation qui va établir la stratégie. Donc oui, ces 5 questions-là, on se les pose quand on prépare notre premier contact. Quel est mon enjeu, mon objectif, ma stratégie, ma tactique et les techniques à mettre en œuvre? D'accord. 5 points, Très 5 structuré. questions à se poser, très Ouais. structurelles. Et moi, je trouve que justement, dans une négociation, la majorité des gens oublient leur objectif premier. Ils sont embarqués par leurs émotions, par l'ego, par ce qui se passe autour, alors qu'en fait, il faut rester focus sur notre objectif. Même plus que sur l'objectif, sur l'enjeu. Sur L'objectif, l'enjeu. c'est ce qui rend tangible la satisfaction de l'enjeu. D'accord. Si mon enjeu, par exemple, j'ai besoin d'une somme d'argent parce que je veux acheter une nouvelle voiture. Ouais. Mon objectif va être de demander une augmentation de salaire. Et face à moi, donc ma stratégie, ça va être la coopération. J'ai intérêt à montrer à mon DRH avec qui je vais négocier qu'on est là pour que tout le monde gagne. Ma tactique, je vais commencer par un point par point. J'ai commencé par expliquer que je suis indispensable à la boîte, que je suis très motivé pour rester dans l'entreprise et que je souhaite une augmentation. Et ensuite, je vais fixer un pourcentage qui me semble raisonnable. Mettons 10% d'augmentation. Si en face, le DRH me dit « Je suis désolé, cette année, j'ai pas de marge de manœuvre sur les salaires. Il n'y aura pas d'augmentation. » Et que je suis focus sur mon objectif. Mon objectif, c'est quoi? Demander une augmentation de salaire, avoir une augmentation de salaire, et je vais focaliser là-dessus. Alors que mon enjeu, c'est avoir une somme d'argent pour acheter une voiture. Ah, d'accord. Peut-être que je peux l'avoir différemment que par une augmentation de salaire. Et si j'avais une prime de résultat sur le projet que je suis en train de mener, que je vais amener au bout avec un bon résultat, est-ce qu'on peut envisager une prime? Et est-ce que je peux avoir un intéressement? C'est-à-dire que je peux avoir d'autres objectifs pour satisfaire le même enjeu. D'accord. Si je focalise sur mon objectif sans voir à quoi il va servir, je peux justement rentrer dans une logique de confrontation. Si je comprends qu'il y a diverses façons de satisfaire mon enjeu et pas forcément l'objectif que j'ai posé sur la table au milieu, je peux trouver d'autres solutions pour avoir cette somme d'argent et acheter cette voiture. Et peut-être que si mon DRH est malin et qu'il arrive à remonter la pelote jusqu'à mon enjeu, mais en fait cet argent il est important, pourquoi? Parce que je veux acheter une voiture. D'accord, donc pour vous ce qui est compliqué c'est quoi? C'est le moyen de déplacement? Ah oui, c'est ça, j'habite en province, il n'y a pas de train, il faut que j'achète une voiture, c'est important. Et si je vous trouvais une voiture de fonction, est-ce que ça pourrait vous satisfaire? C'est ce que j'avais en tête. Il est en train de faire changer son objectif pour satisfaire le même enjeu. C'est pas avoir de l'argent pour acheter la voiture. Finalement, l'enjeu, c'est acheter la voiture. Et si vous voulez un moyen de transport, moi, j'ai peut-être vous fournir quelque chose. Je peux pas toucher à votre salaire. La prime, ça va être compliqué. Mais on a une voiture de fonction, je pourrais vous l'attribuer. Si je réalise ce jeu-là parce que je suis clair sur ma ligne de négociation. Et si face à moi, j'ai quelqu'un qui rentre dans une logique de satisfaire mon enjeu et pas simplement mon objectif, on atteint un résultat qui va être juste pour les parties prenantes. Oh, alors ça, je crois que c'est le meilleur conseil qu'on peut avoir en négociation. Vous voyez, je me trompais en me disant il faut être focus sur l'objectif. L'enjeu. En réalité, c'est l'enjeu. Le besoin que va satisfaire l'objectif. Et il y a plein d'objectifs différents pour satisfaire le même besoin. Ouais. Et justement, c'est pour ça qu'après, il faut être ouvert. Clairement. À Il d'autres faut discuter, réponses, questionner, poser des questions. Des fois, on arrive à voir des choses de manière un peu Bien différente de ce qu'on avait imaginé. Et quand on pose une question à quelqu'un, on lui fait aussi percevoir les choses de manière différente. C'est vrai. Vous me demandez une augmentation de salaire, d'accord, mais c'est parce que vous avez besoin d'argent chaque mois? Pas forcément chaque mois, j'ai besoin d'argent. Vous avez besoin d'argent en une seule fois? Peut-être. Mais pourquoi en une seule fois? Parce que j'ai besoin de faire un achat. C'est un achat important? Oui, c'est une voiture. Ah, vous cherchez une voiture. Mais vous cherchez une voiture pourquoi? Pour partir en vacances ou pour venir au travail? Pour venir au travail. Ah, ok. Et là, du coup, par ce questionnement, j'ai réussi à percevoir l'enjeu, voire même à faire percevoir à l'autre que son enjeu n'était pas forcément clair dès le début. Est-ce que vous pensez que si on reste si on reste focus sur l'enjeu, on peut gagner la majorité des négociations? Je peux satisfaire mon enjeu si c'est ça, à ça que sert ma négociation, bien sûr. Sans forcément le dévoiler ouvertement. C'est quelque chose que je vais garder bien précieusement dans ma tête et qui va beaucoup m'aider, j'en suis convaincue. Bon outil. La ligne de négociation est un des outils d'Hermione qu'on utilise le plus. Laurent, j'aimerais beaucoup savoir quelle est l'importance du timing, quelque chose qu'on ne peut pas forcément maîtriser. On ne maîtrise pas le timing, on maîtrise le tempo. Qui maîtrise le tempo maîtrise la négo. Ah. Donc on a 5 moments importants dans une négociation. Le premier, c'est l'installation. On installe les informations qui justifient la négociation. On appelle ça entre nous le SOFA.
le socle objectif des faits acceptés. On fait accepter aux parties prenantes un socle d'informations les plus objectives possibles pour justifier que cette négociation est nécessaire. Ensuite, on a la découverte. On va commencer à s'interroger, se poser des questions, savoir si tout le monde a bien compris, où sont les intérêts de chacun, est-ce qu'on a une capacité à créer cet objectif commun partagé. Ensuite, on va faire les échanges. Échanges entre les concessions et les contreparties. Je te donne ça, tu me donnes ça, à quel montant, à quel niveau. Ensuite, on va sceller l'accord. Et quand l'accord est terminé, on va le valoriser dans la durée pour qu'il soit appliqué. L'engagement, le dernier E de Hermione, c'est l'engagement à appliquer l'accord dans la durée. Donc on appelle ça le tempo idéal, IDEAL. Installation, découverte, échange, accord, long terme. Et donc quand on maîtrise chacune de ces étapes, qui ne vont pas faire appel aux mêmes techniques, aux mêmes ressources, on arrive à un accord qui, à la fin, est installé dans un socle d'informations initiales, fait l'objet d'une découverte pour valider que chacun a bien compris les intérêts des autres, amène des concessions et des contreparties, et puis permet un deal qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc on ne peut pas maîtriser le timing, mais on peut maîtriser le tempo. Absolument, on maîtrise le rythme de la négociation. On Excellent. essaye de le maîtriser. Excellent. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, Laurent, et je vous en remercie parce que vous avez délivré énormément de valeur. Avec plaisir. Vous le savez, la négociation, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Ouais. On a appris énormément de choses. On a parlé de plein de sujets. Mais si on devait garder uniquement une leçon, retenir une seule chose qui vous semble la plus importante de cet entretien, ça serait quoi ? La préparation. La préparation, c'est vraiment... Je sais qu'on rabâche ça assez régulièrement, qu'il faut se préparer, qu'il faut anticiper, mais je vois tellement de négociations où les préparations sont mal faites ou faites à la va-vite. On verra bien, parce qu'on ne veut pas y consacrer de temps. Tout le temps qu'on passe à la préparation en amont, c'est du temps qu'on gagne dans la discussion. Donc oui, prenez le temps de vous poser. Posez-vous les bonnes questions. Quel est le niveau d'intensité que je vais rencontrer ? Quel est mon enjeu ? Quel est mon rapport de force ? Quel est mon mandat ? Les intérêts adverses, l'objectif commun. Voilà. Appliquez un protocole simple. Posez-vous ces questions-là avant de commencer. Parce que quand vous allez avoir entamé les discussions, fait les premières offres trop tôt, parce que vous n'avez pas compris l'intérêt de l'autre, parce que c'est pas en ligne avec votre enjeu, vous aurez du mal à le rattraper. Donc cette perte de temps que certains considèrent dans la préparation de la négo, c'est du gain de temps qu'on aura par la suite des échanges. La préparation. Préparez-vous, anticipez, prenez à cœur la préparation de la négociation. Ça sera tellement plus facile après. Merci infiniment, Laurent. Mais vous le savez, ce n'est pas totalement fini. Non. J'ai un petit On avait rituel. annoncé qu'il y a le rituel des questions. C'est ça, des questions rafales, des questions, on va dire, un peu plus personnelles pour apprendre à mieux vous connaître. Ça dure pas très longtemps, 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts ? Prêt. C'est parti. Laurent, quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Du yoga. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? La mort, ça n'est pas grave. Quelle musique écoutez-vous en boucle en ce moment ? J'écoute en ce moment Wesley Arms, Sanctuary. Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer ? Le silence. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? Ma cabane à 9 mètres de haut dans un arbre dans ma forêt. Quelle est votre plus grande peur ? Avoir oublié de faire quelque chose avant de mourir. Si vous pouviez inviter une personne à votre table, disons pour déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? Alexandre Astier, sans hésiter. Le créateur de Kaamelott. Ah, d'accord. Ouais, si quelqu'un le connaît, mettez-le en relation avec moi. Je Ok. veux déjeuner ou dîner avec Alexandre Astier. Ce gars est un génie absolu. Le message est lancé. Merci. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre technique sur la négociation, un Américain qui a écrit un bouquin sur les aspects psychologiques de la négociation. Quel est votre talent caché ? Je cuisine pas trop mal. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? J'ai pas de mauvaise habitude. Franchement, j'en ai plein, mais je me douche tout nu dans mon jardin. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? Trace ta route. C'est Nikos Aliagas qui me l'a donné. Nikos Aliagas ? Ouais, qui est un mec incroyable. Vous devriez l'inviter, il est bluffant. Et le pire conseil, celui que vous n'auriez jamais dû suivre ? Je m'aurais jamais donné de pires conseils. Je pense que je les ai pas retenus, les pires conseils. Je les ai mis sur la touche. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? Je suis impatient. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Je suis impatient. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Je me concentre sur ma respiration pour m'endormir le plus vite possible. Je me rends compte, Laurent, que vous êtes quelqu'un quand même de très zen. Entre le yoga, la respiration, la petite cabane dans la nature, Ouais. c'est un point important dans votre vie au quotidien. Hein ? J'ai la chance de faire un métier qui est absolument passionnant, où on n'arrête jamais.
J'ai la chance aussi que ma binôme de vie, donc mon épouse, soit aussi la responsable des opérations de l'agence. Donc on travaille ensemble tout le temps, 24 heures sur 24. Et donc on a besoin de ces moments de récupération. On se lève très tôt le matin. Je pense entre 3h30 et 4h du matin, c'est notre heure de réveil classique. Ah oui, quand même. Et on commence toujours par une séance de yoga. Et ensuite, on fait le briefing de la journée ensemble. On a la chance d'avoir un jacuzzi, on se met dans notre jacuzzi pendant 20 minutes, c'est le temps des bulles. On appuie sur le bouton qui fait les bulles et pendant 20 minutes, on brief la journée. Donc quand c'est fini, on a fait notre sport, on a fait notre séance de relaxation, on peut commencer la journée. Ah, vous avez une vraie routine matinale. J'ai une vraie routine du matin. J'essaie de ne pas y déroger. Et vous pratiquez quel type de yoga ? Le yoga vinyasa. Ah, parce que moi aussi, je pratique le yoga et j'adore ça. Ah, le vinyasa, je peux pas m'en passer. Ah bah, je pourrais pas. C'est assez dingue. Ah, c'est quand même surprenant. Ouais. Parce que quand on vous voit, on n'a pas l'impression que vous êtes un pratiquant de yoga. Ah oui. Non, j'adore le yoga. C'est vrai que je suis venu par le tard, j'ai pratiqué la boxe, j'ai pratiqué les sports de combat comme beaucoup de gens de groupe d'intervention. Aujourd'hui, je pratique le yoga, c'est un vrai sport. Ouais. Et c'est une vraie relaxation. Après, quand vous faites du yoga, on est obligé d'être concentré. Si vous n'êtes pas concentré, vous pouvez pas faire les figures correctement et ça va se voir. Donc oui, c'est une vraie façon de commencer la journée zen en montant en puissance. Votre vie est très bien réglée avec des routines précises. Est-ce qu'il y a de la place pour de l'improvisation ? Mon métier, c'est de l'improvisation. Donc, je compense l'improvisation de mon job, les appels qui tombent, qui ne sont pas prévus, ou les négociations sur lesquelles il faut partir à l'autre bout du monde, par des rituels très organisés pour justement créer un peu de structure dans une vie où c'est pas facile d'en avoir. Je comprends totalement, je suis comme ça. Pour finir, la question signature du Manal Show, avec toutes ces années d'expérience, quelle est la leçon apprise qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école ? On négocie avec l'autre, pas contre l'autre. Voilà, c'est avec lui qu'on construit quelque chose. Le conflit peut être positif. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, c'est une très belle opportunité de construire quelque chose avec lui. Donc si vous êtes face à des gens qui sont en désaccord avec vous, c'est top, c'est génial. Amenez-les à rentrer en discussion pour justement inventer quelque chose avec eux. Et en dehors de la négociation, une leçon peut-être un peu plus personnelle ? Prends le temps de ne pas prendre le temps. Prends le temps de ne pas prendre le temps. Pour faire les choses vite, il faut savoir ralentir quand c'est nécessaire. Donc je suis très impatient et justement je sais quand il faut prendre le temps pour réaliser les choses correctement. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement sur les formations que vous faites ? Parce que je sais que vous avez une école qui est incroyable, située dans un endroit incroyable. Et j'aimerais beaucoup que vous nous en parliez et des valeurs aussi que vous transmettez à travers vos enseignements. C'est vrai qu'on a créé un campus avec Stéphanie, mon épouse. On a monté un campus de formation parce qu'on voulait déjà recevoir les gens qu'on formait chez nous. On a acheté les maisons de nos voisins pour faire un campus de formation. On a 12 hectares de forêt. Et on se retrouve dans un endroit un peu coupé du monde. Il n'y a personne autour. Et on s'aperçoit que dans une forêt, on ralentit le temps. Les gens ralentissent, se mettent plus à l'écoute d'eux-mêmes. Et quand vous êtes en formation, c'est pas 9h, 17h. Quand les gens arrivent, c'est la veille au soir de la formation, puis c'est 2 jours. Et pendant ces moments-là, tout est source d'échange entre les participants, entre les formateurs et les participants. Et donc, on est dans cette logique que on doit transmettre le plus de choses que nous savons faire pour que ça puisse aider les gens au quotidien. Donc on a fait un campus éco-responsable, on a voulu être autonome en électricité, on recycle notre eau, on mange soit ce qu'on produit, on a la chance d'avoir un grand potager, c'est génial. On achète à moins de 50 km la plupart des choses qu'on mange, on fait travailler avec des producteurs locaux. Et c'est un mode de fonctionnement qui n'est pas écologiste pour le plaisir, qui l'est parce que je pense que c'est une vraie importance pour tout le monde de se reconnecter à la nature, et on arrive à le faire assez facilement sur le campus. J'adore votre philosophie et je me dis que ça me plairait bien quand même de suivre une petite formation. Ouais. Avec grand plaisir. Est-ce qu'on peut aussi dire un mot sur vos ouvrages ? Alors je sais que vous avez écrit énormément de livres, une trentaine, qui sont absolument passionnants. Qu'est-ce qui vous motive justement à écrire autant ? Transmettre. The Trusted Agency, on est société à mission. Notre mission, c'est inspirer et transmettre pour créer un monde de confiance. Et je crois qu'il n'y a pas mieux qu'un bouquin pour ça. Parce que quand vous écrivez un livre, il faut se mettre à la place du lecteur. C'est pas difficile d'être expert de son métier, hein. C'est juste difficile d'arriver à le rendre intelligible pour tout le monde. Donc quand j'ai écrit mon premier bouquin, il y a maintenant plus de 25 ans, je me suis mis dans la peau du lecteur et je me suis aperçu que c'était compliqué d'expliquer quelque chose qu'on pratique au quotidien à quelqu'un qui n'y connaît rien et qui a besoin d'apprendre. Donc c'est pour ça que j'ai écrit des bouquins. Vous en avez apporté 4 aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire un mot à chaque fois pour chaque livre ? Héraclès, c'est un protocole de leadership et d'agilité collective. Ça, c'est mon roman policier, mon 3e polar, Milo, qui se passe en Haïti. Celui-ci, c'est ce que je vais lire cet été. Clairement. Honnêtement, il est assez sympa. Je vous l'avais dit, je suis une grande lectrice de thriller. J'ai adoré écrire ce livre. Alors ça,
Ça, c'est un roman que j'ai fait pour les jeunes adolescents sur justement la gestion des émotions, l'engagement, qui s'appelle Stanislas et Hermione. Hermione étant notre méthode de négociation et Stanislas étant mon héros de roman policier, je les ai fait se rencontrer. Et celui-ci? Et celui-ci, c'est le bouquin que je me suis écrit. J'aurais voulu avoir ce livre quand j'ai commencé mon métier de négociateur. Ah, d'accord. Donc ce sont les 100 questions de la négociation. Il n'y a pas d'histoire dedans, il n'y a pas de storytelling, c'est que des questions techniques. D'accord. Mais c'est la Bible que j'aurais aimé avoir à côté de moi quand j'ai commencé à négocier au RAID. Ah, génial. Nous, évidemment, on mettra tous les liens en description. Encore une fois, Laurent Combalbert, je vous remercie infiniment pour tous les enseignements que vous avez partagés avec nous, pour le temps aussi que vous nous avez accordé. Avec plaisir. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver? On peut me retrouver sur notre site, thetrustedAgency.com, ou sur LinkedIn. Je fais beaucoup de posts. Je trouve que LinkedIn est un bon outil de transmission des connaissances. Donc, on peut me retrouver assez facilement sur LinkedIn. D'accord, donc vous êtes très actif sur Oui, LinkedIn. oui, j'essaie de faire beaucoup de posts parce que c'est une bonne façon de transmettre son savoir. Ok, nous, évidemment, on partagera tous les liens en description. Merci encore une fois, Laurent Combalbert. Je vous souhaite beaucoup de succès Merci. dans tous vos futurs projets. Merci à vous.